j'avais pas de passion. Je sais qu'il y a des gens qui naissent comme ça, où ils enchaînent les passions, tu vois. Moi, pas trop. Ma passion, c'était de faire la fête, d'être avec mes amis. J'étais hyper sociable. C'est venu. Maintenant, oui, je suis une grande passionnée parce que j'ai trouvé en fait cette fameuse petite voix. Je pense que j'étais pas faite pour l'entreprise. Je suis restée très longtemps. Et en fait, ce qui m'a remis en question, c'est que je suis allée au bout de ce que je pouvais donner pour rentrer dans la société. C'est-à-dire, j'avais un job qui était chez Hermès, donc à l'extérieur, c'était vraiment la carte de visite. Et dans ma vie perso aussi, j'arrivais à un point où je me retrouvais enfermée. Et en fait, ça m'a pété au nez où j'ai fait des crises d'angoisse. Donc, j'ai vraiment vécu 7 ans de crise d'angoisse où je pouvais limite pas sortir de chez moi. Quand t'es convaincu et que t'es aligné, on peut dire n'importe quoi, t'as toujours une réponse. T'es aligné, donc on peut rien te dire parce que t'es sûr de toi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?», au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Dans le cadre d'un projet dont je ne vous ai pas encore parlé, j'ai été mise en relation avec Audrey. En écoutant son histoire, il était évident que j'avais envie de l'avoir derrière mon micro. Pour plus de conseils pour écouter votre petite voix, je vous concocte chaque vendredi une newsletter avec tout mon cœur. Je vous en ai également parlé la semaine dernière. Convaincue que le bonheur passe par la connaissance de soi, j'ai créé un magnifique petit cahier à offrir à nos enfants pour leur permettre d'écouter cette douce mélodie qu'est leur petite voix. Plus d'infos sur le site www.pourquoipasmoi.co. Revenons-en à Audrey. Audrey a fait l'ISC et après 12 ans chez Hermès, elle a décidé d'écouter son corps. Elle a donc quitté sa vie parisienne pour aller vivre dans le sud, où elle est devenue naturopathe, coach, auteure et conférencière. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Audrey Carsalade. Bonjour Audrey. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter, s'il te plaît ? Alors, j'avais choisi un livre vide parce que j'ai une idée dans la tête et donc pour moi c'est un petit peu aussi, il a pas mal de symbolique. Mais je crois que je vais choisir un bullet agenda en fait. Je crois que je vais choisir un bullet agenda. Ouais. C'est un agenda parce que je suis un peu de cette vieille école qui adore écrire. Je suis pas très agenda électronique, donc parfois ça m'arrive du coup de zapper certains rendez-vous. J'adore le bullet journal parce que c'est un mix entre un agenda, en fait, c'est un bullet agenda, c'est un mix entre un agenda où du coup tu notes tes horaires, tes machins, et en même temps tu as des to-do list, en même temps tu as ton bilan de l'année. C'est un mix entre quelque chose qui est de l'ordre du développement personnel et qui est de l'ordre en même temps de ton agenda. Et moi je suis autrice, j'aime bien gratter, j'aime bien griffonner, et donc c'est quelque chose où je vais poser aussi pendant l'année des idées, des concepts, des citations parce que j'en mets sur mon Instagram. Donc voilà, c'est un peu mon fourre-tout et donc c'est pour ça que je crois que je vais choisir le bullet agenda. Super. Et est-ce que on le verra sur Instagram et sur le blog, ton bullet agenda, à quoi il ressemble ? Alors en plus, moi j'accompagne en fait, mon job aujourd'hui, c'est d'accompagner les entrepreneuses engagées. Et du coup, je vais en profiter pour un placement de produit, tu sais, pas du tout intéressée. Ça s'appelle My Agenda 365. On se suit finalement depuis mes débuts et elle a toujours eu la gentillesse de m'en envoyer un gratuitement. Je faisais des concours, mon compte a aussi grandi avec des concours avec cette toute petite équipe finalement. Et c'est un agenda recyclé, en papier recyclé, c'est un agenda hyper éco-responsable. Donc, tu vois, ça correspond bien finalement moi, aussi avec les gens que j'ai envie de défendre. Donc, tu vois, je pourrais dire, je vais parler de mon livre et tout. Coach aussi, il y a vraiment un côté où on a tous de l'ego. Et là, c'est vrai que quelque part, tu te mets en retrait parce que tu as envie de pousser des gens comme ça, parce qu'ils te font rêver aussi à travers leur histoire, quoi. Donc, je fais de la pub pour My Agenda. Et ben, on mettra le lien. Compte sur moi sur le blog. Et est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi, où est-ce que tu es née ? Alors moi, je suis née à Fontainebleau, donc c'est à 60 km de Paris. C'est plutôt dans des petits villages autour. C'est plutôt la campagne. J'ai hyper grandi. C'était à l'époque hyper grandi, ça veut rien dire. Grandi hyper tranquillement. C'est-à-dire que c'était plutôt les petits villages. Il y avait
Il y avait un cinéma en même temps. C'est vraiment une belle ville. T'as la forêt, t'as plein de choses. C'est vraiment une ville hyper chouette pour grandir. Et puis il y avait un niveau de sécurité aussi, hein, qui était, tu t'en rends pas compte parce que t'es, tu vois, enfant, ado, etc. C'est quand même assez privilégié ces villes-là et c'est assez agréable. La contrebalance, c'est que tu connais tout le monde, donc tu vois, il y a toujours, tu sais, il y a toujours le pendant dans tous les choix finalement que tu fais. Et donc je suis restée là jusqu'à mes 16 ans à peu près. Et t'étais quel type de petite fille? J'étais une petite fille au début assez douce, hein, tu vois. Quand on me dit ça, assez douce, assez peureuse. Je pense que j'étais assez peureuse ou peut-être introvertie. Et très rapidement, en fait, j'ai vraiment changé en fait. Et je suis devenue un boulet de canon. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fasses ce changement? Je pense que c'est les expériences de vie. Je pense que c'est les expériences de vie et que j'avais ça en moi. Simplement, j'avais pas confiance ou j'avais pas trouvé finalement la bonne voie, mais que depuis petite, en fait, au final, j'ai toujours été un petit peu cette petite fille-là. Finalement, quand j'y repense, c'est assez. Enfin, j'ai dû être très sage pendant les 2-3 premières années de ma vie. Déjà en primaire, je prenais pas pour acquis ce que me disaient les maîtresses, quoi. Tu vois. Ouais. Je me souviens une fois parce que j'allais en cours de catéchisme, c'était un peu le truc d'époque, etc. Et un jour, elle m'avait un peu agacée. Et du coup, je lui ai demandé qu'elle me prouve que Jésus existait. Tu vois. Donc voilà, je pouvais être un peu taquine, on va dire, et j'aimais bien remettre les choses en question et pas prendre les choses pour acquises. Ouais. Et avec une admiration potentielle, j'avais pas beaucoup d'admiration, c'est pas méchant, hein, mais je suis pas la groupie, pour des gens qui effectivement étaient alignés en fait avec ce qu'ils disaient. Ouais. Donc et c'était qui du coup ces personnes-là? Bon, ça pouvait être un prof d'histoire parce qu'il était un peu cinglant et qu'on avait un humour assez similaire, des gens qui t'apprenaient, qui t'amenaient. Les rares professeurs, c'était vraiment des gens qui sortaient un petit peu et qui avait l'intelligence de t'embarquer quelque part. Moi, j'ai eu en seconde un prof de français, tu sais, un petit peu look dark, habillé en noir et tout. Et personne ne lisait, en seconde, on lisait pas. Et en fait, il nous a donné le choix entre Rabelais, je sais plus quoi, et Stephen King. Donc Stephen King, si tu veux, c'est quand même pas du tout la même verbe. Et en fait, ça a matché. Parce il nous a fait lire. Moi, à partir de ce moment-là, j'ai pas arrêté de lire. Évidemment, après, je suis partie ailleurs. Ouais. Et en plus, on s'amusait c'était un malade des litotes, des trucs comme ça. Et même dans ces livres-là, on allait chercher tous ces petits trucs français et tout. Et au final, et il nous a vraiment embarqués. Et du coup, il nous a embarqués derrière vers du Rabelais. Et donc, cette finesse d'esprit, elle est assez singulière. Ça n'a pas été bien accueilli par les parents d'élèves, voilà, mais par nous, et finalement ça s'est hyper bien passé parce que le mec c'était un génie de l'apprentissage en fait, du coup. Donc ça, j'aime beaucoup les gens un peu à contre-courant. Ouais. Et quand ça avait 5-6 ans, tu te disais quand je serai grande, qu'est-ce que je ferais? Quand j'avais 5-6 ans, je pense que j'avais pas cette liberté de penser. Je sais pas, je crois que en fait je me suis toujours posé la question. Je savais pas trop. Ouais. Je pense que la liberté de penser, elle est vraiment venue parce que j'ai du caractère, parce que j'aime pas prendre les choses pour acquis, mais elle est venue avec l'expérience, un peu, tu sais, comme quand tu es entrepreneur et que tu apprends sur toi-même. Ouais. Je crois pas que j'avais un métier, justement, je savais pas trop. Et c'était quoi tes domaines d'appétence? Je sais pas si tu prenais des cours de dessin, de sport, Alors moi, je suivais ma sœur, donc j'ai fait piano cheval comme ma sœur. J'ai fait de la danse aussi. Mais bon, là, j'étais trop petite pour faire un cheval, c'était ridicule. J'avais les pieds complètement. J'étais sur un cheval alors que j'avais 7 ans. Enfin, tu vois, c'était. Je pouvais même pas faire de trop. Tu vois, c'était ridicule. Donc pas trop. En fait, je crois qu'aussi c'est ça aujourd'hui cette soif. Cette soif, c'est que je savais pas. Tu sais, je suis arrivée quand j'ai fait ma reconversion. Je suis arrivée avec le fait que j'avais pas de passion. J'avais plein d'amis, plein de choses. J'étais busy tous les week-ends. J'avais pas de passion en fait. Et je crois que tous ces trucs, toutes ces années-là, quand tu me poses cette question, j'avais pas spécialement de passion. Alors j'avais un univers à moi. Je lisais beaucoup. J'écrivais
un peu plus grande, j'écrivais des poèmes, des choses comme ça. Donc, j'avais un univers. J'avais pas de passion. Je sais qu'il y a des gens qui naissent comme ça, où ils enchaînent les passions, tu vois. Moi, pas trop. Ma passion, c'était de faire la fête, d'être avec mes amis. J'étais hyper sociable. Ouais, c'est venu. Maintenant, oui, je suis une grande passionnée parce que j'ai trouvé, en fait, cette fameuse petite voix. Ouais. Mais pas avant, en fait. Bon, tu nous racontes après, alors. On continue en chronologique, mais on fait le petit teasing. Et donc, au moment où tu te dis... donc, tu quittes Fontainebleau à 16 ans, tu pars vivre où? J'étais en pension. Okay. J'étais en pension pendant 2 ans. C'était un petit peu, pour mes parents, un peu la dernière chance pour que j'ai mon bac, je pense, tu vois. Donc, parce que les études m'intéressaient pas. Pour moi, c'était une perte de temps. Aujourd'hui, on a appris les fonctions, etc. Est-ce que tu t'en sers aujourd'hui des fonctions? Moi, non. Non. Et puis même, je crois que j'ai jamais compris vraiment à quoi ça servait. En fait. Donc, en fait, c'était un peu tous ces trucs-là, autant sur l'histoire, la géo, etc. La biologie, j'ai toujours aimé les animaux, autant te dire que disséquer une grenouille, tu vois, bon. La chimie, ça me parlait pas. Donc, j'avais certains cours, notamment de français, quand le prof était exceptionnel. Sinon, j'avais un peu l'impression de perdre mon temps. J'ai pas un souvenir dithyrambique de l'école. On était là, mais bon, voilà. Quoi. Je m'amusais, j'avais des amis. On était quand même là, on était présents. Hein, mais bon, j'ai un peu séché en seconde, ce qui m'a amené aussi en pension après. Voilà, tu l'as vécu comment, du coup, d'aller en pension? Assez mal, parce que j'avais un groupe d'amis, j'avais un petit ami, j'avais un petit peu une espèce de famille, comme tu peux avoir à 16 ans, d'amis sur qui tu peux compter à la vie, à la mort. Pas très bien. En même temps, ça m'a permis de découvrir d'autres mondes, d'autres univers. J'étais dans une pension qui était assez privilégiée, donc j'ai pris conscience qu'il y avait... ça m'a sorti un petit peu justement de cet univers Bellefontaine, de me rendre compte qu'il y avait d'autres classes sociales, qui se passait autre chose. Donc, j'ai fait 2 pensions différentes. Ok. Et la deuxième, c'était avec beaucoup de Parisiens. Et c'est ce qui m'a après embarqué vers Paris. Donc, ça a été finalement une transition qui a été pas forcément simple, en tout cas pas vécue simplement, et pour autant qui m'a amenée sur un autre chemin aussi. Donc, chaque expérience, elle nous emmène quelque part. Hein. Simplement, parfois, on n'a pas envie d'y aller, donc on freine et du coup, c'est plus douloureux. Ouais. Donc, voilà. Et j'ai eu mon bac aussi avec mention, donc finalement… Bravo. Donc, bon, assez bien, on va pas non plus s'emballer, mais finalement, il y a eu un retour sur investissement quand même, les pauvres. Et quand il s'est posé il fallait se poser la question du coup de ce que tu allais faire comme étude, comment ça s'est passé? En fait, j'ai vraiment hésité. Alors, ce qui était très en vogue, c'était les écoles de commerce. Tout le monde faisait une école de commerce. Donc, moi, je suis vraiment cette génération où c'était vraiment les écoles de commerce qui explosaient. Et j'avais envie d'être avocate aussi. Simplement, alors déjà, encore une fois, j'avais un peu ce poil dans la main. Je me dis, bon, avocate, j'en ai pour 10 ans. Enfin, je me souviens même pas, mais bon, ça me paraissait quand même très long. Il y avait des concours. Et puis aussi, moi, j'avais envie de défendre la veuve et l'orphelin. Et je savais que j'arriverais pas à gérer si je me mettais à défendre quelqu'un en qui je crois pas, mais finalement par la force des choses, je sais que je l'aurais mal fait et que ça aurait pas été possible. Donc déjà, il y avait une notion d'engagement et de volonté de changer. En fait, j'ai vraiment ce côté écorché vive qui était présente. Donc j'ai fait une école de commerce. C'était beaucoup plus simple. J'ai fait une école de commerce. J'ai fait une école de commerce. Donc voilà. Et donc quand tu as commencé l'école de commerce, t'as fait une spécialité en marketing après? Alors moi, j'ai fait une école de commerce qui était une école de commerce internationale parce que je voulais voyager. Ouais. Et effectivement, après, donc j'ai fait cette école et après, je me suis encore spécialisée en marketing marketing international. Et après, j'ai fait un 3e cycle en marketing communication aussi parce que j'avais vraiment envie d'avoir cette partie communication. J'ai bien fait parce que derrière, ça m'a servi. Ouais. Donc, et puis je n'étais pas pressée de bosser en fait. Je devrais pas le dire, c'est moche. Personne m'a dit mais qu'est-ce que c'est que cette fille? Non, j'avais pas envie de bosser en fait. J'ai interviewé une personne qui quand même, elle avait HEC et l'ESSEC en concours. Enfin, elle était admissible à l'oral de HEC. Elle s'est pas réveillée pour l'oral quand même.
C'est bon ça. C'est bon ça. Ce bel acte manqué. C'est ça. Et maintenant, elle est avec des chefs dans le Larzac, elle s'éclate comme une folle. Non, alors elle a enfin ça se voit, c'est une pâtisserie. Elle a la meringuée. Je sais pas si tu connais. C'est des pavlova. C'est un truc qui est monoproduit avec des pavlova à Paris. Elle a monté ça avec son mari alors qu'elle a 3 ados. Donc tout le monde leur a dit mais vous êtes complètement cinglés et tout. Et ça cartonne. Ils ont ouvert je crois la 4e ou 5e boutique là. Donc ouais ça non, marche très bien. Oui. Ouais, ça marche bien. Ouais. Ben oui. Et donc t'as fait ton premier job chez Hermès? Oui, tout à fait. Mon seul et unique job d'ailleurs chez Hermès. Ouais. Tu faisais quoi du coup chez Hermès? Chez Hermès, j'étais dans. C'était bien d'ailleurs. Bref, c'était bien. C'était vraiment une belle expérience. J'étais en fait dans l'organisation des présentations de collections. Donc, tu avais 2 fois par an, printemps, été, automne, hiver. C'était finalement de l'événementiel commercial. Donc, en fait, on était un tout petit service, mais on était un peu la plaque tournante de la communication, parce qu'à la fois, tu étais en lien avec les filiales, à la fois, tu étais en lien avec les directeurs de départements produits. Tu étais en lien finalement. En fait, tu croisais finalement aussi toutes les classes. Tu étais autant en lien avec l'assistante que la directrice. Alors, ça a changé au fil des années parce que Hermès a beaucoup grossi. Ouais. Mais voilà, au départ, tu étais vraiment en contact avec tout le monde. J'aimais beaucoup de cette maison parce qu'elle avait un côté familial. Qui me plaisait beaucoup. Alors pareil, ça a évolué. Les anciens diront que ça a beaucoup changé, c'est toujours pareil. Et il y avait vraiment ce côté familial où on faisait des dîners de clôture qui étaient des dîners de remerciement pour tous les gens du personnel qui avaient travaillé comme des dingues. Finalement, c'est du gagnant-gagnant. Moi, je parle souvent de ça en coaching, mais c'est du gagnant-gagnant. Les gens se défonçaient comme des malades pendant 3 semaines, plus des mois avant, à préparer les collections, préparer les achats, etc. Et à la fin, on remerciait. Et finalement, tout le monde se retrouvait dans un dîner, autant le directeur que finalement le plombier ou tous ceux qui avaient participé. Là encore, ça a changé parce que ça a beaucoup grossi. Donc, il y avait un côté où... Et puis, c'était magique. Moi, j'ai connu à l'époque de Monsieur Dumas, qui était un artiste, voilà, qui menait sa barque et en même temps qui était un artiste. Et c'est vrai que chaque présentation de collection, il y avait un thème. J'ai beaucoup de tendresse pour des Pascal Mussard, par exemple. Donc, si les gens sont chez Hermès, ils reconnaîtront parce qu'elles avaient cette magie et cette artistique qui était bluffant. Enfin, il créait vraiment un univers. Quand c'était sur le thème un jour c'était sur un thème de la magie, je crois, je sais plus. Et en fait, ils avaient reconstruit. Donc l'Atrium, c'était un espace d'accueil. Et ils avaient reconstruit un peu l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Je peux le dire, je pense que maintenant c'est vieux. Et en fait, tu avais des chaises immenses, un damier. Enfin, c'était magique. Et tu avais une équipe, parce qu'ils avaient ça, une équipe à l'interne, donc de gens qui avec 4 bouts de bois te faisaient des trucs incroyables. Donc il y avait beaucoup de magie, je trouve, dans cette maison. Ouais. Même d'ailleurs, maintenant je suis plus trop, mais même leur façon de communiquer avait un côté très enfantin, très magique. Je pense que c'est ce très féerique, qui fonctionnait bien chez Hermès. Il y avait la levée de rideau rue du Faubourg avec Leïla Manchari. Enfin, voilà, c'était à chaque fois il y avait vraiment un domaine et on le vivait de l'intérieur aussi. Ouais. Donc c'est plus du tout en accord avec ce que j'ai envie de faire. Pour autant, c'est vrai que ça a été vraiment c'était l'événementiel aussi, donc c'était aussi sympa, quoi, vraiment. Ouais. Donc ça, tu y es resté 12 ans chez Hermès? Ouais, presque 13. Enfermant quand même, finalement. Ouais. Assez enfermant, ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté cette vie? Alors, j'ai quitté cette vie, parce que j'évoluais pas. Parce que je pense que, tu sais, quand déjà tu dois pas évoluer, t'évolueras pas. Vraiment, il y a un truc de destin qui, quand le destin veut t'emmener quelque part, tu peux y aller, t'évolueras pas. Enfin, moi, c'est vraiment l'histoire que je me raconte. Qu'en plus, j'étais pas très politiquement correcte. Je pense, je travaillais bien. C'est pas du tout le débat. J'étais plutôt bonne dans ce que je faisais. Simplement,
je crois que je savais pas trop mener ma barque en étant, tu sais, un peu hypocrite, un peu. C'est politique. Voilà, et je suis pas politique. En fait, je suis toujours pas. Donc quand on dit à sa prof de caté, prouve-moi que Dieu existe, non. Voilà. Et donc ça se passait bien avec mon équipe, ils m'aimaient bien, etc. Et moi, pour moi, une journée sans rire, c'était une journée perdue. Donc, à chaque fois, il y avait une blague. Donc, peut-être que alors que pour moi, je défends cette idée que tu peux être hyper rigoureuse dans mon travail. Je suis hyper rigoureuse. Et avec les personnes avec qui je collabore, je me marre, quoi. Pour moi, sinon, c'est une journée perdue. Donc, je pense qu'il y avait de ça. Je pense que je vais pas être politiquement correcte. Je pense qu'en plus, je pense que j'étais pas faite pour l'entreprise, en fait. Je suis restée très longtemps. Et en fait, ce qui m'a remis en question, c'est que je suis allée au bout en fait de ce que je pouvais donner pour rentrer dans la société. C'est-à-dire j'avais un job qui était chez Hermès, donc à l'extérieur c'était vraiment la carte de visite. Je rigolais en disant j'aurais pu faire le job le plus pourri du monde. À partir du moment où j'étais chez Hermès, c'était forcément so glamour. Et dans ma vie perso aussi, j'arrivais à un point où je me retrouvais enfermée. Et en fait, ça m'a pété au nez, où j'ai fait des crises d'angoisse. Ouais. Donc, j'ai vraiment vécu 7 ans de crise d'angoisse où je pouvais... 7 ans? Ouais. Je pouvais limite pas sortir de chez moi pour prendre le métro, parce que j'étais à Paris, c'était très compliqué. Ça m'arrivait de sortir du métro alors que j'étais à peu de stations, de rentrer dans un café à Stalingrad. Pour les Parisiens, c'est pas le truc le plus glamour pour prendre un café. Et de rentrer dans un café, de commander un café, d'aller m'enfermer dans les toilettes le temps que ça redescende. Je faisais des prises de parole en public parce qu'on avait des débriefings podium où en fait, pendant que je parlais, je regardais du coin de l'œil la sortie en me disant voilà, si à un moment ça monte trop, je m'enfuis en fait et je vais m'enfermer dans les toilettes. Et donc effectivement, je passais pour quelqu'un qui n'était pas forcément à l'aise à l'oral, alors qu'en fait je le suis. Simplement, j'étais sous quelque chose qui était ingérable. Et la seule fois où ma directrice m'a fait un compliment, j'avais pris un Exomil, tu vois. Et là, effectivement, j'étais zen. C'est la seule fois où je me dis ouais, c'est trop. Et en fait, du coup, c'est là où j'ai commencé à bosser sur moi. Ouais. C'est vraiment, je savais, pourtant c'était dur, hein, je savais que un jour je les remercierais. Et c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que c'est elles qui m'ont emmenée au départ chez un psy. Alors, je me souviens, le premier jour, j'étais assise, tu sais, au bout du canapé, j'étais super indépendante. Donc, en disant, bon, alors, j'ai une petite crise d'angoisse, on règle ça vite fait, et hop, je repars. Je suis restée 7 ans allongée. Quand tu dis que c'est elles qui t'ont emmenée chez un psy, c'est-à-dire que... c'est mes crises d'angoisse qui m'ont finalement... Oui, mais c'est pas ta boss qui t'a dit va voir un psy, non, c'est toi... personne n'était au courant. Ils l'ont su, en fait, quand je suis partie. Parce que je leur ai expliqué pourquoi je partais, ce cheminement, je leur ai expliqué au cours d'un dîner de départ. Et elles ont jamais rien vu. Elles trouvaient que quand j'étais à la cantine, je partais souvent aux toilettes, que j'étais plutôt effectivement assez menue parce que j'avais vraiment, je brûlais. Donc peut-être qu'elles ont fait d'autres suppositions. Elles ont jamais rien vu, non. Et moi, j'ai jamais rien dit. C'est hyper délicat. En fait, en plus, pour ceux qui connaissent pas les crises d'angoisse, c'est un moment une partie de ton cerveau qui prend le dessus sur l'autre. Donc, finalement, tu as l'impression que tu peux plus rien contrôler. Tu te mets à avoir les mains moites, tu as le cerveau en étau, tu as le cœur qui part en palpitation et en gros, tu penses que tu vas mourir. Et tu peux être au milieu d'un métro, dans un métro, tu peux être en réunion avec 20 personnes autour de toi. Tu peux être dans un avion. Moi, j'ai failli descendre d'un avion. Enfin, je prenais plus l'avion. C'était ultra limitant. Je prenais plus l'avion. Je conduisais plus. Quand j'allais plus à l'autre bout de Paris, je restais vraiment dans mon quartier. Je faisais 3-4 stations. Enfin, mais vraiment, c'était hyper handicapant, quoi. Hyper handicapant. Ouais. C'était à chaque fois, j'avais toujours ma boîte d'Exomil sur moi au cas où. Tu sais, le truc un peu comme le sac. C'était une vie comme ça. Hein. Alors, donc, j'y suis allée parce que du coup, on m'a mis sous antidépresseurs, mais qui n'étaient pas assez forts. Donc, je continuais à avoir des crises d'angoisse, moins fortes. Et du coup, je pouvais pas rester comme ça. Donc, je me suis mis à bosser sur moi. Enfin, tu vois, il y a un moment où, donc, j'ai fait au début la voix de classique, qui déjà pour moi était pas classique, qui était la voix aujourd'hui, maintenant, ça me fait rire, mais qui était la voix tu vois, de la psychanalyse, hein, tout simplement. Donc, je me suis assise et puis, ça m'a vraiment aidé à débloquer la pelote de laine. Les crises d'angoisse s'espaçaient, elles étaient moins profondes, moins importantes. Elles étaient toujours là. Et donc,
j'ai continué et puis je me souviens qu'un jour vraiment j'allais super mal. J'ai réfléchi. Aujourd'hui, moi, je suis capable de comprendre les gens qui pensent au suicide en fait, parce que moi j'y ai pensé. J'y ai pensé en me disant c'est pas possible en fait, et c'est pour ça que j'ai cette soif de vie mais inarrêtable. C'est-à-dire que je refuse, je peux pas vivre comme ça en fait sous cloche, où il faut que je regarde à chaque fois, où je peux pas repartir en vacances, où je suis ultra délimitée dans tout ce que je fais, alors que pour moi, ce qui est le plus important dans la vie, c'est ma liberté. Et c'est ça qui est intéressant dans la vie. On m'a privé de ce que j'aimais le plus pour que j'ai encore plus envie de le reconquérir. Tu vois, vraiment, il y a quelque chose comme ça. Et finalement, j'ai atterri chez une personne qui est énergéticienne, qui parle un petit peu à tes guides, tu vois. Donc, tu sais, je crois que je serais allée voir un marabout, hein, enfin peut-être, tu vois. Mais et je suis arrivée chez cette personne en lui disant, écoutez, voilà, je suis là, mais là, la fenêtre, moi, j'en suis incapable parce que j'aime trop la vie. Simplement, voilà, j'ai pas d'idée, pas de solution. Et en fait, donc elle était énergéticienne, elle était naturopathe, et en fait, en 4 mois, elle a travaillé du coup sur mon énergétique. Ce qu'elle m'a dit, c'est que mentalement, c'était acté. Simplement, c'était pas intégré dans mon corps. Qu'est-ce qui était acté ? C'est-à-dire que j'avais en fait tiré toutes les bobines intellectuelles, mentales, de ce que j'avais à travailler. Ok. Simplement, c'était pas intégré dans mon corps. On dit que l'eau, elle a de la mémoire. Ouais. Et on est fait à 70% de liquide. Et moi, je crois très fort. Tu sais, quand tu entends un bruit, en fait, il y a des traumatismes qui sont encore présents et qui sont vraiment du domaine de ton système nerveux qui a enregistré ça. Également, quelque chose qui est vraiment intégré dans ton corps. Et donc, j'ai expérimenté ça et c'est pas compliqué. Je l'ai vu 4 fois. Donc, ça s'est fait en 4 mois. Au bout de 4 mois, j'avais plus de crise d'angoisse. C'est fou, hein. Énergétique. Alors, elle travaillait au tambour. Elle chantait parfois. Et moi, quand j'ai envoyé des gens là-bas, je vous dis, je vous préviens. D'ailleurs, on en parle. Hein, je peux pas donner son nom parce qu'elle aime pas du tout. Elle dit que les gens doivent venir à elle comme ça. Mais je leur dis, je vous préviens, vous déconnectez le mental, hein, parce que sinon vous partez en courant. Ah oui, alors là, machin. Oui, alors vous êtes dans un nœud énergétique et tout. Bon, voilà. Au départ, t'es là. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Et en fait, ça a tellement bien fonctionné que je pense que c'est ce qui m'a amené derrière vers la suite. Donc à partir de là, je suis partie en Afrique. J'ai pris 5 fois l'avion. Donc j'avais fait un stage, pareil. Je voudrais leur faire de la pub. C'est en Suisse, ça s'appelle la peur de voler. Et en fait, contrairement à Air France où tu fais un stage sur la peur de voler en une journée, là c'est dans un week-end, c'est une assoce. Ils te font prendre l'avion. En fait, je crois que c'est Genève-Zurich. Donc tu fais juste, en gros, l'avion décolle et il atterrit. Avec que des gens qui sont des anciens en fait qui ont peur de l'avion. Il y a plein de gens qui viennent bénévolement, des stewards. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et donc j'ai réussi à prendre l'avion sans prendre mon Exomil. Donc moi ça a été banco pour moi. Et derrière mes parents m'ont dit on t'offre un voyage. Ça fait 7 ans que t'as pas pris l'avion. Qu'est-ce qui te ferait triper? Et moi, mon rêve de petite fille, c'était d'aller en Afrique, de voir les girafes, de voir. Enfin, voilà, c'était vraiment le rêve de gamine. Donc pour ça, on a pris l'avion 5 fois quand même. Donc ça a été un sacré baptême de l'air finalement. Et quand je suis arrivée en Afrique, l'Afrique, c'est vraiment pour moi, quand on dit que c'est le berceau de l'humanité, je suis tellement d'accord. Ça vibre en fait. T'es sur une terre sauvage. Tu sens qu'il y a finalement que c'est assez hostile, c'est vivant, c'est pas plombé, plein de routes. La nature, elle est encore ultra présente. Et j'étais sur la pointe. Et en fait, je regardais cet océan à perte de vue et j'avais les cheveux emmêlés. Et tout d'un coup, j'ai l'impression qu'on m'a enlevé un sac poubelle qu'on a enlevé un sac de mon visage et je me suis rendu compte que j'allais bien. Qu'en fait, j'allais super bien. C'est juste que j'étais pas à la bonne place. Que là, je me sentais vivante et que dans mon boulot, dans ma vie à Paris, j'étais morte. Et que du coup, après, c'est devenu une évidence que je pouvais pas accepter ça. Mais c'est vraiment là où vraiment je me suis dit, mais en fait, je vais bien, j'ai plus de crise d'angoisse, j'avais l'impression de respirer. C'était vraiment un voyage exceptionnel. Ça m'a transformée, hein, tout simplement. Ouais. Et à ce moment-là, du coup, t'en parlais donc évidemment pas au boulot, comme tu disais, mais ton entourage proche était au courant, du coup, de ces crises d'angoisse? Alors oui, oui. Après, c'était très compliqué parce que pour comprendre, il faut avoir une capacité d'empathie.
C'est-à-dire que c'est difficile de comprendre quand tu l'as pas vécu, se mettre à la place des autres. Donc, c'était assez compliqué à expliquer. Ouais. Parce que expliquer que tu as l'impression que tu deviens fou, ça parle pas aux gens. Ça fait surtout peur. Que tu vas... Oui, et, et puis toi aussi, tu as peur en plus. Ouais. C'est dans ton cerveau que ça se passe. C'est pas quelqu'un qui est en train de délirer en face de toi qui dit « Oh là là, lui, il a l'air juste, il est cintré, je m'en vais en courant ». Ça se passe en toi. Ouais. Donc, du coup, tu deviens finalement ton ennemi. C'est hyper... tu peux plus te faire confiance. C'est ultra violent symboliquement. Parce que tu sais qu'à un moment, ton cerveau peut partir dans tous les sens et tu pourras plus contrôler. Et tu vis avec ça au quotidien de façon inconsciente et présent. Donc, j'ai eu quelques amis chez qui je me suis réfugiée. Effectivement, pendant les 15 jours où j'attendais que les antidépresseurs fassent effet. Et après, je crois que j'en ai pas beaucoup parlé en fait. Donc, mon petit ami de l'époque, lui, j'ai fait ça, j'ai entamé une thérapie, je l'ai perdu en vol, il comprenait plus ce qui se passait. Donc, lui, en plus, quand il y en a un des deux qui bosse sur lui, ça crée un décalage énorme finalement, parce que toi, tu te remets en question, et l'autre, il est bien dans sa vie, il comprend pas ce qui se passe, donc. Ouais, et puis il te voit changer, donc ça l'inquiète. Exactement, et finalement, t'es échappé, ce qui est vrai. Ouais. T'avais quel âge à l'époque ? Quand j'ai commencé à avoir les crises d'angoisse, j'en sais rien. Écoute, c'est quand il m'a demandé d'habiter avec lui dans une maison. Symboliquement, c'est quand même assez énorme. Je me faisais enfermer et c'est quelqu'un de génial. Aujourd'hui, c'est un de mes meilleurs amis. Simplement, ça collait pas. Alors, je dirais que j'avais 28 ans. D'accord. Ouais, quelque chose comme ça, 28 ans. Et comment ça s'est passé du coup la fin chez Hermès ? Est-ce que quand t'es partie, tu savais ce que tu voulais faire ou pas du tout. Je suis partie parce que c'était une évidence. Je suis partie parce que je supportais plus Paris, que cette ville que j'avais tellement aimée, tellement adorée, étudiante. C'est une ville que j'adore parce qu'elle est pleine de vie. Il y a toujours des choses qui se passent. Elle est belle en plus. Elle est incroyable cette ville. Je supportais plus le bruit. Je supportais plus en fait mes 5 sens étaient trop. C'était trop. Il y avait toujours du bruit, il y avait toujours de la vue, c'était trop. Et j'étais enfermée dans mon job, donc avec pas vraiment de possibilité d'évolution. Ou alors, il fallait attendre qu'il y en ait une qui parte à la retraite. Enfin, tu vois, un truc glauque qui m'intéresse pas. J'étais célibataire. J'arrivais pas à rencontrer des gens parce que moi-même, je pense que tu vois, bon voilà. Et c'était quoi ta question du coup? C'était de savoir quand tu as quitté Hermès si tu savais ce que tu voulais faire ou pas du tout. Alors pas du tout. Je suis partie parce qu'encore une fois voilà, je savais que je voulais quitter Paris. Je savais que je voulais plus être chez Hermès. Je savais qu'il fallait que je parte. Ouais. Voilà. Donc un jour tu t'es dit demain je leur dis je m'en vais. Alors ça s'est fait en décalé, c'est-à-dire qu'en plus quand c'est le bon moment, les choses elles se mettent sur ta route. Donc je me suis dit comment je peux partir parce que quand même tu pars, tu sais. En plus moi j'avais pas de passion, pas de projet B, j'avais rien quoi. Je savais juste qu'il fallait que je m'en aille. Donc tu vois c'est quand même pas lourd dans le bagage quoi. Et du coup j'ai pris le temps, j'ai rencontré quelqu'un qui avait fait comme par hasard une année sabbatique. C'est formidable, ça. Et donc, j'ai discuté avec elle. Elle m'a dit, mais c'est ultra simple. J'ai une copine qui est avocate qui m'a dit, écoute, il suffit de faire une lettre. On peut pas te le refuser. On te le refuse une fois, mais pas 2 fois. Donc, c'est assez simple. Et puis, en fait, du coup, je savais que je partais. Donc, j'ai fait mon dernier podium. Plus du tout, évidemment, dans l'ego. Tu me prends mon mail, mettre ton nom dessus. Vas-y. On est tous dans l'amour. Je m'en fichais, je partais. Donc, j'ai fait un super dernier podium. Et puis, j'arrive, je crois, au mois d'août, on allait partir en vacances et j'ai ma directrice qui arrive avec des énormes dossiers qui me dit ça, direct dès qu'on rentre en septembre, au taquet. Et là, je me suis posée, je me dis Audrey, là, c'est maintenant. C'est maintenant. Soit tu le fais, soit si tu le fais pas, c'est pas grave. Simplement, ça veut dire que tu cherches ailleurs. C'est-à-dire que tu sais qu'en tout cas, tu restes plus ici. Et si c'est trop pour toi de partir à l'aventure, en tout cas, tu actes maintenant que tu cherches un autre job. Et en fait, je me suis levée, quoi. Et je lui ai demandé, et du coup, je lui ai demandé un rendez-vous. Et quand je lui ai annoncé, elle pouvait me dire n'importe quoi. Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu vois la musique qu'il y a dans Police où ils sont en train de danser dans la boîte de nuit? Je l'ai jamais vue.
Ah, écoute cette musique, je peux pas la chanter parce que dès que j'essaye de la chanter, elle est, je ne sais pas bien le faire. Et j'avais cette chanson dans la tête, j'ai l'impression de marcher sur un nuage, les bras en l'air, tu sais, c'était assez incroyable. Et en fait, quand tu es convaincu et que tu es aligné, on peut dire n'importe quoi, tu as toujours une réponse. Ouais. Elle m'a dit ah oui, mais non, mais si. Et pour quand j'ai négocié mon départ, en fait, tu es aligné, donc on peut pas vraiment, donc on peut rien te dire parce que tu es sûr de toi. Et quand tu es sûr de toi et que tu es aligné, tu n'es même pas en train de mentir. Tu te dis, mais de toute façon, je m'en vais, en fait. Tu es OK ou tu n'es pas OK. En fait, ça va se passer comme ça parce que… Et par contre, je suis dans la bienveillance, donc je vous accompagne le temps que vous trouviez quelqu'un, etc. J'ai reporté mon départ d'1 mois. Mais c'était pas possible de me dire non, en fait. Donc, c'est tout. Donc, et du coup, tu as fait une année sabbatique ou tu es partie directement des effectifs? Non, j'ai fait une année sabbatique. Donc, j'avais de l'argent de côté parce que je m'étais fait cambrioler, en fait. Tu sais, la vie, elle est tellement bien faite. Et si tu veux, quand tu te fais cambrioler et que tu as travaillé chez Hermès, c'était assez sympathique, tu vois, quand même. Ah, c'est clair, c'était alors, j'avais pas non plus des trucs énormes, mais bon, voilà. Bah, rien qu'un sac. Voilà. Ou une bague. Moi, c'est une bague qui m'a sauvé la vie. C'est vrai que voilà, rien qu'une bague, ben effectivement, tu montes vite, quoi. Donc bon, et mon assurance m'a vraiment bien dédommagée. Et pareil, moi, je suis hyper honnête, donc j'ai été super honnête. Et du coup, j'ai une assurance qui était hyper honnête de l'autre côté. Et du coup, j'ai eu vraiment cet argent pour partir. Donc, parce que quand tu es en année sabbatique, on te garde ton poste ou un poste similaire, c'est un truc un peu tricky. Et j'avais de l'argent de côté pour partir parce que t'es pas payé en fait, ce qui est normal. Hein. On va pas non plus te payer si t'es pas là, ça c'est un peu normal. Et donc voilà, je suis partie. T'as fait quoi? Et ben en fait, je suis partie dans le sud de la France avec mes 2 chats sous le bras, et sachant que je reviendrai jamais. Je savais pas si je resterais dans le sud de la France. Simplement, je savais que je reviendrais jamais. Et c'est ce qui te pousse en fait, parce que ça n'a pas été simple dans le sud. C'est vraiment, j'avais lu un petit livre que je conseille aux gens qui s'appelle Les 7 étapes du lâcher prise. C'est un tout petit livre qui vaut rien du tout. Et ils expliquent qu'en fait, eux, quand ils ont décidé de partir, eux, ils sont venus à Paris. Donc ils étaient décidés, puis ils sont arrivés. Le premier appart qu'ils ont trouvé, il était plein de cafards, tu vois. Donc le truc. Et elle disait, et c'est tellement vrai, si on n'avait pas été convaincus, on serait reparti direct chez nous. Moi, le Sud, ça n'a pas été simple. En plus, je suis arrivée en novembre. T'es arrivée dans quelle ville, du coup? Je suis arrivée à Antibes. Donc, parce que j'avais l'appartement de mes grands-parents là-bas, tout simplement, tu vois. C'est l'appartement que ma mère avait gardé. On y passait toutes nos vacances. Et du coup, je l'ai un peu squatté quand même, on va pas se mentir. Et du coup, j'avais cet appartement-là, donc ça me permettait effectivement. Du coup, t'avais pas de loyer. C'est ça me changeait ma vie. Et je me suis installée là et je savais pas trop en fait. Et du coup, tu te posais quoi comme question à cette époque-là? C'était assez anxiogène parce que je me suis dit bon voilà, parce que je recommençais tout. En fait, c'est anxiogène parce que je recommençais tout à zéro. Ma vie perso, ma vie pro, ma vie amicale, tout repartait à zéro en fait. Et du coup, c'était assez angoissant. Mais en plus, je suis signe de Taureau, donc j'aime bien quand même avoir ma maison, tu vois, avoir quelques ancrages. Donc c'était assez angoissant et c'est ce qui aussi m'a poussée. Après, j'étais toujours suivie par cette énergéticienne. Donc, quand je remontais, elle me disait, mais là, vous êtes dans un processus de, vous allez voir, dans 6 mois, etc. Et elle avait tellement raison. Moi, je suis juste une impatiente, en fait. Et j'ai fini par trouver parce que j'ai cherché, en fait, ma passion et je l'ai trouvée. Donc, et comment tu l'as trouvée, alors, ta passion? Ce que je peux conseiller aux gens, c'est-à-dire que, ça s'est fait un petit peu intuitivement. J'étais pas du tout sur. Aujourd'hui, je suis très Instagram. À l'époque, je connaissais pas trop. Donc, j'étais sur Facebook et chez Hermès, il y avait une fille qui était plutôt une bringueuse et qui s'était mis au yoga, qui avait l'air vachement posée, cadrée, avec des vraies routines, etc. Et du coup, on était amis Facebook et je me suis mis à regarder qui elle suivait en fait. Et je suis tombée sur une coach australienne, ils ont tellement d'avance sur nous, une coach en wellness, donc c'est des coachs de vie, et je me suis mis à la suivre. C'était du yoga, de la méditation, des jus green. Elle avait l'air tellement bien et tellement heureuse, elle était tellement inspirante. C'était tellement la vie que j'avais envie d'avoir. Et elle avait fait une école américaine.
Et je me suis dit, ouais, bon, c'est une école à distance, mais tout en américain, bon. Et puis, je me suis mis à chercher. Je me suis rendu compte qu'en cherchant, finalement, j'étais passionnée par l'alimentation. Donc, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches sur le sujet. Et puis, à un moment, je me dis, bon, il faut que je fasse une école en alimentation. Je voulais pas compter les points, j'allais dire. Je voulais pas compter les calories. Ça me parlait pas du tout. Ouais. Et du coup, je suis tombée sur une école de naturopathe à Nice, donc qui est l'IFSH. Et je les ai appelés, je leur ai dit, voilà, je vais faire votre première année, donc il y a de l'alimentation. Elle m'a dit, oui, enfin bon, c'est 2 cours, il y a sur une quinzaine de cours. Elle me dit, si vous faites que pour l'alimentation, bon. Je lui ai dit, non, mais je vais la faire quand même, j'ai pas d'autre idée. Donc je me suis dit, je vais la faire. Et en fait, ça a été une révélation, c'était génial. J'ai appris à connaître mon corps, à comprendre pourquoi j'étais malade, quel était le terrain où venait se nicher la maladie, à apprendre à mieux me connaître aussi. Et enfin, la naturopathie, c'est un outil qui est absolument fabuleux. Je vous conseille tous d'aller voir un naturopathe si vous avez envie de prendre soin de votre santé, de prendre soin de votre bien-être. Enfin, pour moi, c'est vraiment une des clés. Et donc, j'ai fait mes études pour devenir naturopathe. Donc, j'ai entamé la 2e année. Ouais. Et je me suis dit, oui, mais quand même, on est quand même limité. C'est-à-dire que on n'aborde pas… en naturopathie, tu as 3 grands piliers. Tu as l'alimentation. L'alimentation, parce que ce que tu mets dans ton corps te nourrit, en fait. Ouais. Au même titre que tu mets de l'essence dans ta voiture à essence. Si tu mets du diesel dans une voiture qui fonctionne à essence, elle fonctionne pas. Ouais. Nous, notre nourriture, c'est vraiment ce qui permet de notre corps de fonctionner. Donc, nos choix d'alimentation ont un impact sur notre santé, vraiment, la santé intellectuelle aussi, parce que ça a un rôle sur, effectivement, nos neurotransmetteurs, enfin, sur plein de choses. Le 2e pilier, c'est l'activité physique. Pas pour le body summer, ça, bon, c'est l'effet qui se coule si tu veux, mais parce que tu en as besoin pour ton système cardiaque, tu en as besoin pour tes poumons. Bref, en tout cas, c'est ultra important pour bien entretenir la machine. Ouais. Pareil, on est dans une société où on a vraiment dissocié le corps de l'esprit. Or, c'est la même chose. Donc, tant que le corps fonctionne, on avance. Simplement, ton esprit a une influence sur ton corps et inversement. Moi, mes crises d'angoisse qui me donnaient de la tachycardie, c'est le meilleur exemple pour voir le lien entre le cerveau et le corps. Ouais. Et la 3e partie, c'est la gestion émotionnelle, qui est un petit peu tout ce qui est sur le stress, etc. Et on était assez limité parce qu'on avait déjà tellement de choses à apprendre sur les 2 premières parties que finalement, on avait des choses en gestion émotionnelle, pour moi, pas assez intense. C'est-à-dire qu'il y a une grosse frustration, c'est que quand tu vas voir un naturopathe une fois, il peut rarement tout rééquilibrer. Donc, tu repars avec un truc qui va un peu mieux, mais bon. Et la frustration du naturopathe, c'est qu'il aimerait pouvoir te rééquilibrer complètement. Et donc, j'ai fait cette école américaine parce qu'elle permettait vraiment qui faisait des health coachs, donc des coachs de vie, des coachs bien-être. Et du coup, j'ai eu cette double casquette. Et ça m'a permis d'accompagner des gens sur 6 mois et d'avoir des changements extraordinaires. Et c'était bien plus glorifiant et pour la personne que je suis et pour moi aussi, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai démarré, tout simplement. Ouais. Donc là, du coup, tu as fait ta formation pendant 2 ans. Donc, j'imagine, comme c'est 1 an d'année sabbatique, il y a un moment, tu as appelé Hermès en disant, ça y est, c'est fini. Tout à fait, pareil. Et ça s'est fait d'une façon ultra fluide. Je peux pas parler parce que je pense que c'est encore confidentiel. Simplement, pour moi, il y a vraiment pour moi, il y avait une notion fondamentale. J'en aurais voulu, sinon. C'est que j'aimais beaucoup cette maison. J'avais beaucoup de gratitude pour cette maison. Et évidemment, ils tentent ce qui est normal, Comme toute entreprise, ils tentent le fait que tu t'en ailles tout seul. Évidemment, enfin, tu vois, moi, j'en tiens même pas rigueur. Ce serait pas normal de pas te le proposer. Ils géreraient mal leur boîte s'ils faisaient différemment. C'est ça. Dire non, mais bien sûr, on vous fait un petit chèque de 150 000 €. Au revoir, merci. Ouais. Voilà. Donc, et en fait, ils ont été ultra corrects. C'est-à-dire que moi, je leur ai dit voilà, je veux vraiment ce à quoi j'ai le droit. J'en ai besoin parce que j'ai besoin pour cette reconversion. Je suis déjà plus là. Et surtout, je pense que, et c'est ce que j'ai dit, je peux pas parler des termes, mais je leur ai dit voilà, moi, c'est ma seule unique maison et que j'ai faite. Je suis restée presque 13 ans chez vous. J'ai des souvenirs magnifiques. Ne gâchez pas ça, quoi. Ouais. On peut aussi bien se séparer. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Et quand t'as dû faire ta formation, comment t'as géré du coup pour le financement de ta formation? J'étais au chômage du coup, parce que du coup j'ai eu un comment ça s'appelle, une rupture conventionnelle.
Ouais. C'est ça que j'ai négocié avec eux. Donc, j'ai une rupture conventionnelle qui m'a permis, du coup, d'avoir le chômage et de pouvoir, du coup, avoir ces années pour bosser. Hein. Ouais. Parce que du coup, ça m'a permis de bosser comme une dingue, de faire plus, que j'avais une école qui avait pas beaucoup d'heures en présentiel, mais qui demandait beaucoup d'heures perso. Donc, ça m'a permis de faire ça. Moi, après, en fait, c'est pas compliqué. À partir du moment où j'ai embarqué dans cette école, ma vie, elle est à 300 à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que j'ai fait mes études. Première année, j'ai fait naturo. Deuxième année, je fais naturo et IAN. Je le dis pour ceux que ça intéresse. Donc, IIN, qui est une école américaine. Je suis tombée enceinte. J'ai accouché en étant diplômée, quoi. Ça c'est, c'est-à-dire que j'ai fait boulet de canon et depuis, c'est vrai que tout va vite. Ouais. Et donc là, quand tu t'es lancée, comment il a réagi ton entourage Comment il a réagi mon entourage? C'est vieux, tu sais, je suis tellement dans l'instant. C'était il y a 5 ans. Ouais, je suis tellement dans l'instant présent, etc. Oh alors mon père, évidemment, en parlant des points retraite, ça c'est obligatoire. Ils ont ultra, ils ont été quand même encourageants. Bon, mon père pas trop parce que il a été là, il a été présent. Après, c'est un peu la vieille génération, donc je sais pas si on peut dire qu'il a été ultra encourageant. Par contre, j'avais besoin de n'importe quoi, il était là, donc il a été ultra encourageant à sa façon. Et c'est fondamental de savoir que tu peux compter sur les gens, c'est tellement précieux. Ouais. Ma mère, oui, parce qu'elle est un petit peu aussi un petit peu là-dedans, donc elle a été présente, elle relisait mes articles, donc voilà. Après, quand tu dis qu'elle relisait tes articles, c'est quel type d'article? Parce que j'ai ouvert un blog et donc j'écrivais des articles Au début, j'avais tellement de temps pour écrire des articles. Maintenant, je les écris en 1h30, tu sais, maximum. Mais je suis plus inspirée aussi, c'est plus facile. Mais voilà, j'écrivais des articles, etc. Moi, j'ai surtout compté en fait, sur quelques super copines qui étaient boostantes et qui disaient mais tu te rends compte de ce que tu as fait, parce que quand tu es entrepreneur, tu n'es pas en train de regarder tout le chemin que tu as fait, hein, tu es juste en train déjà de regarder les 10 steps qui t'attendent. Et surtout, je me suis toujours fait accompagner. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vends du coaching, c'est que je me suis toujours très 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 rapidement fait accompagner parce que pour gagner du temps. Par des coachs. Alors, par des coachs, j'ai une community manager. J'avais une personne au début, c'était à coût de 1h50 €. Tu vois, mais dès qu'en fait, j'ai tout de suite toujours réinvesti ce que je gagnais, ce que je pouvais réinvestir. J'ai toujours réinvesti pour aller vite. Pour aller vite, parce que effectivement, c'était une reconversion à mes yeux tardive. Alors c'est pas le côté tardif, mais j'avais soif de vivre. Tu sais comme si on t'enlève le sous-cloche tout d'un coup. C'est poussez-vous, quoi. Poussez-vous, j'arrive. Et c'est plutôt ça. C'est vraiment cette soif en fait de développement, d'apprendre. Moi, je suis passionnée par l'entrepreneuriat parce que c'est un cadeau du ciel. C'est dur, hein. C'est un cadeau du ciel. On en reparlera après, mais voilà. Quand tu t'es lancée, du coup, est-ce que tu as eu, donc c'était, comme tu disais, une évidence, c'était ta petite voix qui te parlait. Est-ce que tu as eu j'imagine que tu as eu des inquiétudes, alors même si ça date un petit peu. Bien sûr. Je me souviens que je travaille beaucoup, mais vraiment, tu sais, en fait, l'avantage, c'est pour ça que j'aime travailler aussi avec des entrepreneurs, c'est qu'ils ont bossé sur eux. Quand tu es entrepreneur, il y a un moment où tu as fait une reconversion, peu importe, mais tu as forcément bossé sur tes peurs, forcément bossé sur tes croyances, forcément osé, t'es forcément sorti de ta zone de confort. Sinon, sinon la personne là dont tu me parlais juste avant, elle serait pas son 5e magasin. Je veux dire, ça tombe pas comme ça. Que t'aimes ou que t'aimes pas des entrepreneurs, il y a des gens à qui ça va matcher, pas d'autres. Tu peux pas leur enlever leur audace, leur puissance et le fait qu'ils osent et qu'ils y vont, quoi. Et moi, j'ai toujours beaucoup de respect. Quand je reçois des produits que je les aime pas, je dis jamais que j'aime pas, j'en parle pas. Mais parce que je sais que derrière, il y a une équipe, il y a des humains, il y a des gens qui sont là, quoi. Donc voilà. C'était quoi ta question? Je suis très passionnée, je parle. C'était quoi tes peurs? Mes peurs, les peurs financières, bien évidemment. Les peurs que les filles que j'accompagne aujourd'hui ont, la peur de la légitimité, la peur de pas être visible, la peur de pas gagner sa vie. Les peurs financières, la peur de la légitimité, la peur de pas trouver. Alors on peut pas dire non, on dit pas
client, c'est pas joli. On dit consultant parce qu'on peut pas dire patient, naturopathie. Mais ouais, je pense qu'il y a évidemment, il y a cette peur de tu sors de 13 ans de CDI, ça veut dire que tu as tes points retraite, même si tu t'y penses pas, mais tu sors aussi d'un système. Je veux dire, en France, on pousse pas du tout à l'entrepreneuriat. Enfin, moi, on est dans une société qui est quand même ultra, soi-disant, protectrice, et avec un système de chômage pour les gens qui sont en CDI, avec un système de sécurité sociale pour les gens qui sont en CDI. À partir du moment où tu sors du rang, où tu suis pas un peu le troupeau, t'as plus de sécurité sociale. T'avais alors je sais plus, le RSI sur ça. Enfin, maintenant ça a refusionné. T'avais plus le droit. Moi, je me suis assise sur mes congés mat. Enfin, tu vois, tout d'un coup, tu sors et tu te débrouilles. Tu cotises quand même beaucoup. En fait, finalement, tu vas cotiser pas quand tu es entrepreneur, mais sinon tu vas cotiser autant que finalement les autres, mais t'as le droit à rien. C'est quand même, on pousse pas du tout à l'entrepreneuriat en France, c'est faux de le dire. T'as des papiers, je veux dire, et puis on n'a pas les moyens, on n'a pas un expert, on a un expert comptable, on n'a pas, moi j'ai pas quelqu'un pour gérer 50 000 dossiers, l'article 400. Ouais. Donc je trouve pas qu'on pousse on n'est pas, les États-Unis sont symboliquement vraiment un peuple d'entrepreneurs. En France, on n'est pas vraiment, les gens le font, hein. Ouais. Ça veut pas dire qu'ils le font pas, mais ils sont courageux, quoi. Ouais. Mais oui, donc on n'est pas là. Et puis c'est une mentalité aussi. On est dans une mentalité où vraiment en France, pour moi, il y a un côté, je suis un côté un peu féministe sur ce coup-là, mais très patriarcal, hein. Si t'es sage, si tu fais bien tes études, si tu travailles bien, t'as des bonnes notes, t'iras un petit peu, du coup, tu feras les grandes écoles. Et si tu fais les grandes écoles, t'auras le bon poste. Et si t'as le bon poste, tu vas pouvoir grimper. Et si tu vas grimper, il y a un moment à 50 ans, t'as intérêt à te taire et serrer les fesses. Et puis, on va te rajouter une année, c'est le côté un peu rebelle, on va te rajouter finalement une année avant la retraite. Qu'est-ce que tu vas dire, de toute façon? Tu vas pas te enfin, si, tu pourrais d'ailleurs, il y en a qui le font. Mais voilà, du coup, tu t'es installé dans ta maison, dans ton machin, avec tous tes emprunts, etc. Et c'est hyper cloisonnant quand même, hein. Et du coup, on te blinde aussi de croyances. Ouais. Moi, mon père, il me disait, ce qui est d'ailleurs pas sympa pour les caissières, mais il me disait, si tu travailles pas, il faisait le bruit de la caisse enregistreuse en disant drink drink prise unique, hein. Je veux dire, c'était de cette génération-là, ouais. Donc voilà. Il faisait quoi comme métier, tes parents? Alors, ma mère, elle était prof. Et puis après, elle est partie dans d'autres choses qui sont plus de là, on va dire, développement personnel, etc. Elle fait du rebirth. Donc, elle est vraiment… Je connais pas le rebirth. Le rebirth, alors elle t'en parlerait beaucoup mieux que moi. Ouais. Parce que moi, du coup, c'est vraiment… On est très… chacun sa partie, on va dire, chacun dans son monde. Le rebirth, elle fait du rebirth et aussi elle mélange avec autre chose, mais je vais pas retrouver le nom parce ça fait 40 ans qu'elle fait ça. Hein, donc, ouais. Voilà. Le rebirth, c'est un travail sur soi qui permet, entre autres, je pense, elle va me tuer, de revivre aussi ta naissance, etc. D'accord, ok. C'est vraiment quelque chose qui permet aux gens d'aller mieux. C'est une technique. Ouais. Moi, j'en avais en fait, je connaissais pas le terme, mais j'en avais entendu parler Ça travaille sur la respiration. Ouais, il y a un gros travail sur la respiration. Donc je vais pas très bien en parler, je m'en excuse d'ailleurs, parce que vraiment on a vraiment chacun son domaine. On a vraiment coupé chacun son espace. Du coup, je me suis pas vraiment plongée là-dedans. Et aujourd'hui, donc tu es auteure, tu écris des livres. Oui. Comment ça s'est passé? Autrice, pardon. Je suis confuse. Ouais, tu es rebelle ou pas? Ouais. Pardon madame, je recommencerai pas. Et du coup, comment ça s'est passé l'écriture de ce premier livre? Alors, pas du premier en tout cas. Alors l'écriture, en fait, j'étais donc naturopathe, coach. J'ai quand même pris cette community manager qui est maintenant une copine, une fille géniale. On a monté. Moi, j'étais persuadée qu'il fallait que je monte mon Instagram à 10K, à 10 000 personnes pour qu'on me propose un livre. Pas du tout. En fait, j'ai travaillé effectivement pas mal sur la communication. Donc j'ai tout de suite investi. J'ai fait un beau site. Ouais. Et en fait, ma spécialité, c'était la détox et la perte de poids. Bon, plus du tout la perte de poids aujourd'hui, mon Dieu. Mais mon Dieu en tant que tel, même si c'était un accompagnement holistique. Et donc, du coup, j'écris beaucoup d'articles sur la détox, sur le foie, etc. Et en fait, j'ai eu un mail. Moi, c'était mon rêve, comme beaucoup. C'était mon rêve. Et j'ai eu un mail des éditions Mango
et qui m'a proposé un livre, donc écrire mon premier livre qui était Foi, votre meilleur allié santé. Et donc, ça a été vraiment un rêve de gamine. En plus, ça a été fait hyper short parce qu'ils avaient des délais très courts. Pareil, je pourrais dire qu'ils sont super. En fait, c'est une maison d'édition qui te laisse vraiment. Je sais que pareil, moi, j'ai besoin je fais du bon boulot, ça marche bien. Simplement, il faut me laisser les coups des franches. Et je sais que dans certaines maisons d'édition, on travaille jusqu'à 6 mois en amont son sommaire. Ouais. Moi, je leur ai fait un sommaire et à un moment, en écrivant le livre, je me suis rendu compte que les parties, finalement, fallait que j'en inverse 2 et que peut-être je leur modèle. Et ils m'ont laissé complètement les coups des franches. Ouais. Et finalement, ils ont tellement raison parce que du coup, j'en suis au 2e livre. Donc, il y a Foi, votre meilleur allié, l'abécédaire en naturopathie. Et c'est des livres qui fonctionnent très bien. Foi, votre meilleur allié santé. Il y a notamment beaucoup d'étudiants en naturopathie qui l'ont acheté parce que c'est un organe central de la détox et en naturopathie. Et du coup, on n'avait pas grand-chose. Il y avait d'autres livres, mais c'était un peu plus austère. Et je pense que c'est ça que t'apporte. Moi, la naturopathie, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est pas moi qui l'ai écrite. Ce que t'apportes, c'est ton angle, c'est ta vision, c'est comment tu écris, comment tu transmets. Ouais. Et pour moi, le Saint Graal, et c'est ce que j'essaye du coup de faire, c'est les gens qui ont tellement compris les choses compliquées, qui les ont tellement digérées, qui sont capables de les retranscrire ultra simplement. Pour moi, c'est finalement, il y a plein de gens que je les vois du coup avec beaucoup de gentillesse, les gens qui sortent d'école parce qu'ils ont des termes très techniques et tout. Et pour moi, les gens qui sont capables de te parler d'un truc hyper compliqué d'une façon hyper simple, c'est pour moi, c'est là où il y a du génie en fait. Ouais. Donc bon, j'essaye à mon niveau, tu vois, de faire des choses simples qui donnent envie de lire, quoi, vraiment. Ouais, enfin, moi, je sais, enfin, je vais m'envoyer des fleurs, mais c'est bien de le faire de temps en temps. Je pense que, enfin, c'était un truc dont je me suis rendu compte il y a quelques années, c'est que avant, je travaillais dans l'univers du logiciel. Donc, j'étais marketeuse et en fait, c'est en effet, moi, ce que j'aimais le plus, c'était de simplifier un truc qui pouvait t'arriver, on t'expliquait, t'es là, mais j'ai rien compris. Et en fait, limite, c'est qu'à un moment, tu dis, pour toi, tu l'as tellement simplifié dans ta tête que tu en arrives à un moment où tu te dis, mais si je lui dis ça, mais il va me prendre pour une truffe parce que c'est tellement simple. Mais en fait, c'est parce que toi, t'es passé par tout ce processus-là et du coup, moi, je me rappelle un jour, tu vois, j'organisais une conférence avec Michel et Augustin qui était le client de la boîte pour laquelle je bossais à l'époque et donc la nana qui s'occupait de la com à l'époque me dit non mais Charlotte je sais pas ce que je vais raconter sur scène, enfin j'en sais rien, j'ai rien d'intéressant à raconter et tout, et je lui dis mais si, mais regarde, vous faites ça, c'est génial, et elle me dit bah ouais, mais en fait ça me paraît tellement normal et naturel que du coup en fait je me rendais pas compte. Et c'est vrai que je pense que c'est un truc que plein de personnes ont mais ne s'en rendent pas compte parce qu'en fait, souvent, de toute façon, on te dit quand ta zone de génie, tu t'en rends pas compte parce que c'est naturel, en fait, chez toi. Exactement. Ouais. Moi, c'est ce que j'aime, c'est simplifier les choses. Et en plus, moi, quelqu'un j'ai le cerveau qui fonctionne très vite. Ouais. J'ai quelqu'un dans mon entourage intime qui m'appelle Zébulon, donc c'est pas pour rien, ça va très vite, en fait. Ouais. Et du coup, quelqu'un qui commence à me noyer avec des informations, ça me fatigue. Ouais. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Tu enlèves-moi tout le fabala. Soyons pragmatiques. J'ai travaillé chez Hermès, je sais ce que c'est le joli nœud, que les gens veulent, la boîte orange et le papier de soie. Je sais que ça excite tout le monde, mais moi, tu m'enlèves ça et tu montes le produit, puis on y va, quoi. Ouais, let's go. Donc, même si après, je peux remettre du joli emballage parce que justement, ce que tu as connu dans ton ancienne vie te sert dans ta nouvelle vie. Moi, bien sûr. Moi, mon site, je voulais que ce soit un beau site. Quand je crée une formation de business pour aider les gens, les entrepreneurs engagés à se lancer ou à relancer, repositionner leur activité, il y a forcément des brochures, parce que je veux que ce soit beau, parce que pour moi, c'est important, parce que j'ai pu développer un petit peu cet œil, évidemment pas comme Pascal Mussard, hein, j'aimerais beaucoup. Mine de rien, quand tu évolues dans un milieu où il y a un peu d'artistique, tu prends l'œil aussi. Bien sûr, ouais, tu te formes, ouais. J'adore. Et dans ton aventure entrepreneuriale, sans rentrer dans les détails, t'as été rapidement maman célibataire. Oui. Ce qui est forcément un truc qui ne simplifie pas la donne.
Pas forcément, oui. C'est pas forcément. Non, c'est vrai que ça complique. Moi, ça a été une année où j'ai eu l'impression de rien faire, alors qu'en fait, finalement, c'est drôle. Ça a été une année un peu plus difficile financièrement parce que j'avais moins d'espace, parce que en plus c'était très compliqué. Et pourtant, tu vois, c'est l'année où finalement on m'a demandé, j'ai eu un des plus beaux cadeaux, on m'a demandé d'écrire mon livre. Ouais. Et du coup, j'ai tenu bon. Je me suis beaucoup raccrochée finalement alors je sais pas si on peut trop en parler, mais du coup, à l'aspect un peu spirituel. Ah si, vas-y, tu sais, l'épisode que j'ai diffusé hier, c'est une personne avec qui on a échangé sur LinkedIn et elle m'a dit, écoute, je sais pas trop le positionnement de ton podcast, mais voilà, j'ai vécu une expérience mystique. J'en ai jamais parlé en dehors des 5 personnes de mon entourage. C'est la fondatrice de Loose Collection, qui est une très belle marque installée depuis 10 ans et elle n'en a jamais parlé. Donc, elle s'est livrée à mon micro la semaine dernière et donc c'est en ligne depuis hier. Donc, vas-y, moi, je suis très, très ouverte. Disons que l'expérience que j'ai vécue avec cette personne qui m'a enlevé ces crises d'angoisse, quelque part, c'est resté dans un coin de ma tête. Ouais. Et effectivement, quand j'ai eu des expériences un peu pas hyper agréables, comme dans tout, dans toute vie, que tu changes de vie ou pas, tu peux te taper un PV dans ton ancienne vie comme dans ta nouvelle vie et des trucs pas sympas. Je me suis toujours raccrochée au fait que si c'était là, c'est parce que si je savais accepter que ça s'en aille, il y avait autre chose de mieux qui m'attendait. Ouais. Tu sais, vraiment, et je sais qu'une fois, j'ai perdu mon premier bon plan pour travailler en tant que naturopathe. Et j'étais là, et j'ai lâché, ça a été pendant 6 mois. Et j'ai lâché en disant, il y a autre chose de mieux qui m'attend, il y a autre chose de mieux qui m'attend, etc. Et j'ai été contactée par une influenceuse, j'ai fait des week-ends wellness, j'ai rencontré ma community manager. En 1 an, j'ai monté mon Instagram à 10K, j'ai créé ma légitimité. Enfin, tu vois. Donc, il y a vraiment... Après, tu bosses, on va pas non plus, ça tombe pas comme ça. Faut pas que les gens pensent que ça tombe comme ça, c'est faux. Mais voilà. Et du coup, je parle à mes guides, en fait. Je pas forcément avec des méditations de 4000 heures, mais je demande, en fait. Je demande de l'aide, je demande qu'on mette les bonnes personnes sur mon chemin. J'ai de la lithothérapie. Donc, c'est des pierres. C'est quoi la lithothérapie? Ouais. C'est en fait vraiment j'ai des malas en pierre que j'utilise pour me protéger, pour quand j'ai besoin d'énergie. Je purifie ma pièce avec de la sauge. J'essaye de faire dès que je peux les rituels de la pleine lune. Ça consiste en quoi le rituel de la pleine lune? Alors, t'as les rituels pleine lune et nouvelle lune. Donc, il y a quelque chose où tu vas lâcher certaines choses. Et puis, dans l'autre rituel où tu demandes finalement, tu fais un petit peu des demandes de ce que tu aimerais voir arriver dans ta vie. Moi, je sais que ce qui m'a beaucoup aidé à me centrer quand je suis arrivée dans le sud de la France, c'est que j'ai croisé par hasard l'univers du bouddhisme, en fait, et que ça m'a transformée. Ça m'a transformée. J'aime beaucoup cette religion, cette philosophie qui te propose d'expérimenter, en fait. C'est-à-dire que moi, c'est ce qui me va. C'est-à-dire qu'on te donne des enseignements et puis on te dit, mais ne nous crois pas, expérimente. Ouais. Et ça m'a. Donc, c'est une forme aussi d'appel, d'appel à la spiritualité, où on te parle d'ego, de voile, on te parle de ce que moi, maintenant, je sais que quand quelqu'un me dérange, je sais que ce que je vois en lui, c'est mon propre reflet. Maintenant, tu vois, quand il y a quelqu'un qui m'agace, je me pose, je me dis, bon, pourquoi il m'agace? Qu'est-ce qui se passe? Et je sais que c'est en moi que ça se passe. Donc, ça, c'est un truc qui est vachement intéressant. Moi, j'ai découvert ce concept-là d'en effet, l'autre est le miroir de toi-même via le livre de Maud Ankawa. Je ne sais pas si tu la connais. Elle a écrit un livre qui est un roman de développement personnel. D'accord. Qu'elle avait écrit initialement pour ses amis et en fait ses amis l'ont tellement accueilli de façon dingue que finalement elle a été publiée chez Erol et elle fait partie des auteurs best-sellers chez Erol et Maud, donc j'ai eu la chance de l'interviewer et clairement elle raconte dans le livre que l'autre en effet elle l'explique avec un mec qui te double et qui te fait une queue de poisson et t'as un guide en montagne qui est avec la personne et elle est en mode colère, en mode mais c'est qui ce connard, et en gros l'autre lui explique le guide là, lui explique mais tu sais voilà le miroir par rapport à qui tu es et à tes ressentis et c'est hyper intéressant de voir ça en fait. Moi j'aime bien donner tu sais aussi l'exemple de t'es un dîner entre copines et puis il y a une fille en face tu as envie de lui tordre le cou, hein. Tu as envie de l'éclater en deux et donc ça se dîner et puis la personne s'en va et tu dis rien mais t'es insupportable et puis les autres copines te font bon oh non
Parce que c'est pas les taper chez elle. Ouais. C'est les taper, ton manque de confiance, si elle était jolie, le fait que tu te sentes pas belle, le fait qu'aujourd'hui que tu te sens boudiner dans ta robe, que elle a l'air d'avoir confiance en elle, tu la trouves puante parce que toi tu manques de confiance. Finalement, les gens vont te déranger parce qu'ils vont aller titiller quelque chose en toi. Mais c'est toujours en toi. Pour moi, le changement, il commence déjà par soi. En entrepreneuriat, quand j'accompagne les filles, j'ai ce côté cartésien avec une façon de procéder pour monter ou repositionner son entrepreneuriat. Donc, il y a quelque chose de très carré. Et en même temps, on travaille énormément sur les croyances, les pensées limitantes, la légitimité, la peur de l'argent. Parce que finalement, c'est obligé. Et finalement, tu travailles sur ce qu'on appelle l'entrepreneur mindset, sur cette façon de penser. Et du coup, tu te remets en question. C'est ce que je te disais. Moi, j'aime travailler avec ces gens-là parce qu'ils ont forcément à un moment bossé sur eux. Ils ont compris des choses. Ils n'ont pas le choix, sinon ils peuvent pas, quoi. Ouais, sinon ça marche pas. Exactement. Ouais. Petite question que normalement je pose à la fin, mais aujourd'hui c'est vendredi 13. Et du coup, tu disais tout à l'heure, en effet, faut pas, tout ne te tombe pas cru. Si quelqu'un te rencontre là et te dit, ok Audrey, en fait, t'as ton compte, t'as plus de 10 000 followers, t'as écrit 2 livres, c'est bon, c'est tout ça, ça n'est lié qu'à de la chance. Qu'est-ce que t'as envie de leur répondre? Je m'en fous, en fait, de ce que les autres... Pardon, hein. Non, il n'y a pas de problème. Parce que je suis passée par là. Je suis passée vraiment par là. Ma community manager m'avait prévenu. Elle me dit, le jour où tu vas sortir un livre, ça va écrémer un petit peu. Et c'est vrai que je suis passée par là. Il y a un Pourquoi côté ça va écrémer? Parce que je suis allée vite. Je suis allée vite parce que tout le monde ne devient pas forcément en peu d'années. J'ai sorti mon livre, ça faisait 3 ans que j'étais naturopathe. Ouais. Donc les gens, ils voient pas en fait tout le boulot que tu fais derrière. Ils voient juste en 1 an elle monte à 10K, c'est bon parce qu'elle a 3 copines. Ouais, d'accord. Ah oui, mais moi j'ai eu ça. Hein, j'étais confrontée à des copines de promo qui finalement m'ont rendu mon livre sans rien me dire. J'ai prêté un livre, il y avait le mien dedans parce qu'elle me l'avait demandé. Moi je me fous quoi. Mon livre il se vend bien, j'ai pas besoin de le donner à mes copines, tu vois. Ouais. Et j'ai eu le droit à l'autre livre. Ah ouais, il était vachement bien, il te retient à côté. Bon, ok, t'as compris. Ouais. Ah ouais, mais de toute façon, toi, tu vends tes consultations à temps, t'es 40 € plus cher parce qu'en gros, c'est du marketing. Enfin, tu vois, j'ai tellement déjà été déçue par ce genre de propos qu'aujourd'hui, finalement, je laisse les gens expérimenter. Tu vois, on s'était revu une fois avec cette fille-là et puis elle m'a dit non, mais bon, finalement, moi aussi, je vais lancer mon compte Instagram. Moi aussi, je vais lancer mon blog. Et avec plein de bienveillance, j'avais commencé à lui dire, tu sais, c'est beaucoup de travail. Et à un moment, j'ai zippé. Je suis revenue en arrière. Je lui ai dit, tu sais quoi? Essaye. Vas-y. Ouais. Vas-y. Et là, effectivement, il y avait pas beaucoup de bienveillance dans ce que j'ai pensé en disant, tu sais quoi? Vas-y, je te laisse expérimenter puis on en reparle. Ouais. Elle a pris 300 personnes. Ouais. Parce que monter sur Instagram, c'est poster tous les jours, c'est être là, c'est avoir vraiment envie, c'est interagir avec ta communauté, écrire un livre. J'avais cette discussion hier avec une très bonne amie et je lui disais, moi, t'as toujours une petite part de chance, mais c'est surtout que ta chance, tu te la crées. Pour écrire un livre, tu poses tes fesses et du matin jusqu'au soir, t'écris. Quand tu veux monter un projet, moi, pendant que les gens étaient tous en vacances et que ma fille était en vacances et que j'aurais pu avoir 15 jours pour moi pour aller faire la fête avec mes copains, j'étais en train de bosser avec la personne qui m'assiste pour créer les brochures, pour remplir le truc. Mes programmes sont pleins. Mon premier programme, je suis allée chercher les filles, pas à la force du poignet, mais voilà, j'ai fait des directs, je suis allée discuter avec elles. Enfin, oui, ça fonctionne bien. C'est vrai que ça fonctionne bien. Simplement, c'est pas tout. C'est beaucoup de travail, donc j'entends pas en fait ça. Pour moi, c'est de la chance. Ta chance, tu te la crées ou tu te la crées pas. En fait, pour moi, c'est là où t'as le mental entrepreneur mindset où tu l'as pas. Ouais. Si tu veux pas le faire, tu auras des excuses. Si tu veux vraiment le faire, tu vas le faire et puis c'est tout en fait. Et tu vas y aller, tu vas te planter, tu vas te relever. Tu auras des portes qui vont se fermer, puis tant mieux parce que il y en a d'autres qui vont s'ouvrir. Moi aujourd'hui, il y a certaines portes qui sont fermées et ça m'a un peu contrariée parce que je suis hypersensible. Donc moi, je suis pleine de bienveillance. C'est pour ça que j'accompagne des gens dans l'entrepreneuriat. Je veux vraiment qu'ils se développent en fait. Donc ça m'a un peu touchée.
Et puis, en fait, j'ai laissé passer les vacances, j'ai pris du recul, je lui ai dit, mais en fait, je veux pas bosser avec ces nanas-là, moi. Je veux bosser 2 crans au-dessus. Hein. C'est pas ça que je vise. Ouais. Et c'est pas que, en écoutant comme ça, on pourrait se dire, ouais, c'est de l'ego. Bien sûr qu'il y a une part d'ego. Moi, c'est plutôt une part d'expérience. J'ai soif d'expérience. J'ai plus de 40 ans. J'ai fait ma reconversion à l'aube de mes 40 ans. Et ce que je dis toujours à mes meilleurs amis, je suis à la moitié de ma vie. J'ai les filles, on est à la moitié de notre vie, en fait. Donc, moi, j'ai plus de temps à perdre avec des histoires, des égos, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps pour ça. J'ai envie de m'éclater. J'ai envie de vibrer. J'ai envie d'accompagner des gens pour qu'eux aussi ils aient leur part de gâteau. J'ai envie qu'on change tout le monde. Il y a 3 dimensions, en fait. Il y a des choses que tu fais pour toi. Tu le fais vraiment dans tes choix. Si tu choisis la naturopathie, si tu choisis de faire des podcasts, il y a une partie qui est pour toi. Il y a une partie, parce que c'est ce que tu proposes en podcast, qui est de l'ordre de j'ai envie de partager. Ce que la personne me raconte est passionnant, je l'ai pour moi, j'ai envie de le partager. Et puis, à travers tes podcasts, il y a ce que tu as envie de changer dans le monde, ta participation. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Ouais. Et finalement, quand on est engagé et passionné par quelque chose, on touche du doigt quelque chose de plus grand que nous. On touche vraiment du doigt le fait de changer quelque chose dans le monde. La naturopathie, moi, aujourd'hui, en tant que coach, j'accompagne beaucoup de naturopathes parce que j'ai cette légitimité. J'accompagne aussi des coachs sportifs, des filles qui ont envie d'ajouter un truc en plus, de vibrer, en fait, et de faire vibrer les autres. Des green influenceuses, peu importe. Tous ces métiers qui sont pour moi les métiers de demain et à qui on doit donner un coup de pouce parce qu'on est dans un monde patriarcal et que c'est fait à l'ancienne et que naturopathie, on sait même pas trop ce que c'est. Alors, pour peu que tu sois un chaman, là, on t'a perdu depuis 10 ans. Donc, tu vois. Alors que ces filles-là, elles font un bien fou dans l'humanité. Bien sûr. Donc voilà. Clairement, c'est comme disait Christine Michaud qui fait de la psychologie positive. Si rien que tu peux allumer, si tu arrives à allumer juste une étoile en une personne. Enfin, tu changes la vie d'une personne, en fait. Et c'est déjà extraordinaire, en fait, quand tu y penses. Et qui va avoir un impact sur des personnes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je leur dis, c'est vous transformez, vous redonnez de la puissance, vous donnez des outils pour vous monter plus rapidement. Parce que derrière ça, elles vont pouvoir aller transformer d'autres personnes et que plus, finalement, tu sais, c'est l'effet domino. Plus les gens vont prendre conscience qu'il faut prendre soin de sa santé, que non, on ne doit pas se pousser au burn-out et que oui, on a le droit d'avoir une existence heureuse et que plus on va être tous ensemble à vouloir transformer, à créer un nouveau monde plus éthique, plus respectueux, plus éthique de nous-mêmes. Tu peux pas donner ce que t'as pas. Les gens qui sont pas dans l'écoute, c'est parce que déjà, ils n'arrivent pas à s'écouter eux-mêmes. Les gens les gens qui pareil, quand tu peux avoir finalement beaucoup d'empathie, les gens qui disent que tu as de la chance, c'est finalement des gens qui se cachent derrière ça parce qu'ils ont peur de se réaliser. Donc finalement, il y a une forme de peur et qui est derrière. Donc quand tu te places du côté avec du cœur et de la bienveillance, tu comprends que le travail, il peut commencer que par toi et qu'aujourd'hui, en 2020, et ça fait déjà pas mal de temps, on est dans l'univers où il y a des coachs bien-être, des coachs de vie, alors oui, il y a des naturopathes, des gens qui sont à chaque coin de rue et qui peuvent t'aider. Alors bien sûr qu'il y a des gens, on ne sait pas trop. Tu peux les suivre sur Instagram, tu peux recevoir leur newsletter, tu peux apprendre à les connaître, voir si ça te plaît pas. Aujourd'hui, j'allais dire, il n'y a plus d'excuses pour pas prendre soin de soi. C'est vrai qu'en tout cas, tous les outils sont disponibles pour être accompagné dans sa transformation. Parce que qu'est-ce qu'on cherche dans le monde? On est là pourquoi? Moi, je vais répondre pour expérimenter, mais expérimenter joyeusement. On est tous à la recherche de l'amour, du bonheur. Et aujourd'hui, on a plein de gens qui te font vivre leur expérience et qui te proposent ça. Qu'est-ce qu'un coach de vie? Alors, il peut avoir fait une école, etc. Il va aussi te proposer le naturopathe. Il est pas devenu naturopathe par hasard. Il a souvent une maladie auto-immune, il s'est pris des murs et du coup il s'est posé, il a travaillé sur lui et à un moment il a compris que moi les 3/4 ont essayé par eux-mêmes des méthodes naturelles, ils ont réussi finalement, on peut pas dire se soigner parce que c'est pas légal, mais en tout cas à ne plus être malade ou à réguler leur maladie de façon naturelle. Et c'est pour ça qu'ils sont à fond et qu'ils ont envie d'accompagner les gens et d'être dans la prévention et de leur éviter de tomber malade parce qu'ils savent qu'une fois qu'on est malade, on met 10 ans. Parfois, on reste avec ce truc-là. C'est ce que m'avait dit ma psy à l'époque quand je lui avais parlé du lancement du podcast et elle m'a dit, vous savez, on veut souvent éviter aux autres ce pourquoi on a souffert.
Exactement. Mm. Moi, je sais que j'ai bien démarré en tant que naturopathe. Vraiment, ça a été bien pour moi. J'ai démarré assez rapidement. Finalement, j'ai été rentable assez rapidement. Et je suis un peu un zébulon intellectuel, c'est-à-dire que je me lasse assez vite. J'ai besoin de continuer à apprendre et à m'enrichir. Je pense que c'est peut-être, tu vois, la crise de la quarantaine, va-t-on savoir. Mais en tout cas, j'ai soif d'expérience et en fait, je me suis rendu compte que il y avait très peu de naturopathes qui gagnaient leur vie, très peu de gens dans le bien-être qui gagnaient leur vie. Et à un moment, du coup, ça s'est imposé. Et puis, quand tu es aligné, ça fonctionne. Moi, je donne de la puissance aux gens. Je veux dire, quand ils ressortent de là, les filles, je termine mon premier lancement de Boost Business. Les filles, elles ont fait une pub, elles m'ont fait des témoignages, des vidéos, parce qu'elles ressortent de là avec des outils, des offres, une singularité. Elles ont en plus un plan pour savoir où elles vont se développer à un an, mais surtout, elles sont en train de développer l'entrepreneur mindset. Elles se sentent légitimes. Elles voient un peu concrètement cette peur financière. On a fait un business plan, on a parlé des croyances, on a parlé de plein de choses. Et du coup, en 3 mois, elles repartent transformées. Et puis, c'est magique, ça. Comment tu peux pas vibrer pour ça, en fait? Ah bah c'est sûr. Ouais. C'est quoi pour toi la réussite? La réussite, c'est quand tu fais ce que t'aimes. C'est vraiment quand tu fais ce que t'aimes et que t'es fier. Déjà, ça commence perso, on est toujours là-dessus. Hein. Tu as le perso, après, tu sais, tu as le personnel, l'interpersonnel, donc que les autres te disent « ouais, c'est bien, bravo, youpla boum », et le transpersonnel, que tu arrives à changer quelque chose dans l'univers. Ouais. Donc, la réussite, pour moi, elle revêt ces 3 dimensions. Elle a une dimension vraiment de personnel. Moi, j'estime déjà être une grande réussite par rapport à d'où je partais. C'est incroyable, finalement. Elle est en dimension interpersonnelle parce que je vois j'en ai les larmes aux yeux par moment quand je vois ces filles que j'accompagne se transformer, quand j'ai des messages sur Instagram où les gens me remercient pour l'énergie, pour les conseils que je donne. Bah, on n'est pas dans l'ego, on est vraiment dans un truc où quand on est sur un média, on a envie c'est un peu le problème sur Instagram, les gens ils ne commandent plus trop. Mais au final, on a envie de ça. Moi, j'adore échanger avec les autres. Et puis après, c'est quand tu te rends compte qu'il y a des choses qui changent dans le monde grâce à toi. Alors, pas directement grâce à toi. Et finalement, qu'il y a plein de gens qui sont en reconversion, qu'il y a des gens qui t'écrivent, qui ont dit, bah voilà, ça fait 2 ans que je te suis, ça y est, je me lance en tant que naturopathe, merci. Enfin, c'est génial. Bah, t'as fait ta part de colibri, en fait, tu vois. Et elle est là, la réussite. Et puis après... moi, ma réussite, mais ça, c'est vraiment un truc... c'est le jour où j'arriverai à interviewer le Dalai Lama, tu vois, là, je suis au Saint Graal. Tu vois, et c'est même pas... J'aurais pu dire Tony Robbins, pour ceux qui connaissent le monde du coaching, qui est un mec incroyable, en puissance, en bienveillance. Donc déjà, là, je pense qu'on est bien en termes de Saint Graal. Et pour moi, encore une fois, la simplicité et... D'ailleurs, pour ceux, je te coupe, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a un super reportage sur lui sur Netflix en ce moment. Tout à fait. Ouais. Je ne suis pas votre gourou, I'm not your guru. Gourou. Qui est super parce qu'en gros, tu vois, ce que j'ai adoré dans ce reportage, c'est que tu vois qu'il est transcendé, en fait, que l'énergie des autres le nourrit, le transcende, et que finalement, quand tu reviens à lui, c'est quelqu'un de humble. Non, mais si vous faisiez un reportage sur moi, si je vous parlais juste de moi, il n'y aurait pas grand-chose d'intéressant. C'est là, la bouche ouverte. Hein. Ouais. Parce que le mec, et c'est ça finalement qui est bouleversant, c'est de voir que les gens, ils se battent pour quelque chose qui est plus grand qu'eux. Et tu le vois finalement dans leur regard, finalement les gens qui sont juste attirés par le fait de l'ego, par le fait de s'enrichir à titre perso comme l'oncle Picsou, ça se sent dans leur énergie en fait. Ouais. Ça va vraiment sentir. Et là, je pense qu'il gagne c'est même pas je pense, il gagne extrêmement bien sa vie, tout va bien, etc. Peu importe, il le mérite. Moi, je suis vraiment l'américaine, il le mérite. Chaque année, il change la vie de milliers de personnes, en fait. Et Dalai Lama, c'est un autre sujet, juste déjà pour être dans la pièce et sentir son énergie, en fait. Ouais. Je pense que, moi, j'avais fait un jour, j'étais allée voir une femme, j'ai pu retrouver son nom, une femme qui est très ronde, qui fait des câlins je suis sûre que les gens vont trouver Ama
Ah, je retrouve plus. Bon, si les gens cherchent, c'est une femme Ils nous le mettront en commentaire. Qui est hyper connectée. Et en fait, donc c'était à Toulouse, je crois. Et tu arrives déjà c'est un espèce d'énorme stade. Tu arrives et déjà tu sens l'énergie. Et en fait, le truc, c'est de venir lui faire un gros câlin. Donc les gens se mettent à pleurer, c'est ultra impressionnant. Donc moi, le gros câlin, bon, pas plus que ça. Voilà, tu sais, retrouver collé dans sa poitrine. Tu vois, je suis pas très truc, c'est pas mon truc. Par contre, je me suis assise devant l'estrade et j'ai médité, je pense pendant 1 heure. Tellement l'énergie était mais incroyable. Ouais. C'est peut-être une de mes plus belles méditations. Et je me dis rien que, tu vois, je sais même pas s'il y aurait des questions à lui poser d'ailleurs au Dalai Lama, tu vois ce que je veux dire? La sagesse, en fait, le truc juste. Quand tu vas lui parler, déjà, tu vas être déjà en train de travailler sur les voiles que tu as quand tu lui poses la question, tu vois. Et voilà, là, on est dans un univers de haute dimension sur le recul total de la vie, en fait. Parce que finalement, on est tous transportés, on a tous une part d'ego, on a tous une part de voile, en fait. On est souvent, je dis avec mes lunettes, j'ai l'impression que on est tous plein de voiles et quand t'enlèves tous ces voiles, t'es juste dans l'instant présent. Tu sais que l'instant présent, et je sais pas si les gens connaissent ce livre, Le pouvoir de l'instant présent. Moi, j'avais commencé à lire et à chaque chapitre, résumé, discussion, enfin, tu vois, je mangeais le cerveau parce que c'était quand même un peu poussé, etc. Et puis, il y a eu le confinement et je me suis dit, tiens, je vais expérimenter l'instant présent. Parce que je suis vraiment dans la notion de je choisis ou je subis. Lorsque je subis, je suis Calimero, confinée chez moi et j'ai envie de sortir et de taper tout le monde. Lorsque je suis dans le domaine de je choisis pas d'être confinée, par contre, je choisis ma manière d'y répondre. Et je me suis dit que c'était l'occasion unique d'expérimenter le pouvoir du moment présent, c'est-à-dire vraiment de pas être en train de me dire ça va durer 2 mois, mais de me dire tiens aujourd'hui qu'est-ce que je fais, comment je procède. Et en fait la pièce est tombée dans le parc-mètre en fait. Tout d'un coup j'ai compris le livre et quand je crois que je sais même pas si je l'ai terminé parce que du coup après je me suis mis à lire, je dis bah oui évidemment. Tu vois, et en fait, et finalement, dans le pouvoir présent, il parle d'un seul et même sujet. Simplement, il le tourne de plein de miroirs différents pour que les gens comprennent. C'est la boule à facettes. Exactement. Une fois que tu as compris, en fait, t'as compris que tu peux être dans l'instant présent tout en programmant des choses dans 6 mois. Par contre, émotionnellement, mentalement, t'es dans l'instant présent. Ça t'empêche pas de programmer tes vacances, mais t'es pas dans l'angoisse de ce qui va se passer pendant tes vacances. C'est totalement différent. Et du coup, tu apprécies plus ce qui se passe maintenant. Qu'est-ce que tu penses que la petite Audrey de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? What the fuck? Elle serait fière. Hein. Elle serait fière, ouais. Elle serait fière parce qu'elle se serait réalisée. Parce que justement, je pense que la petite fille qui était timide, en fait, elle n'était pas timide. Elle était juste un peu étouffée avec une éducation, tu vois. Après, encore une fois, l'idée, c'est pas d'en vouloir à qui que ce soit. On fait tout ce qu'on peut en fonction de notre schéma éducatif. Simplement, moi, je sais que du coup, j'éduque ma fille un peu à la Marion Cotillard. Hein. Marion Cotillard, quand elle endort ses enfants, elle leur dit rêvez grand. Et c'est vrai que j'essaye de pousser ma fille à avoir confiance en elle. Alors bon, je fais attention à ce que ça la rende pas insolente. C'est un peu le problème. Donc, j'essaye vraiment de faire attention à ça. Donc, je lui parle aussi de bienveillance, etc. Je pense qu'en fait, on est tous capables de tout. La seule chose qui nous bloque, c'est nous-mêmes, c'est nos propres peurs. On a peur de notre puissance, en fait. Et que quand t'as pas peur et quand t'es construit avec un système éducatif qui t'encourage plutôt qu'il te note. Enfin, tu vois, c'est vraiment, ça va très profondément. On nous note, on nous met des commentaires, allez, 1 pour l'encre. Enfin, tu vois, il y a des gens qui sont ultra brillants et qui n'ont pas forcément fait d'études, tu vois, parce qu'on rentre tout le monde dans un même système. Bon, à un moment, il faut bien que le système éducatif, il peut pas être fait. Il y a trop de gamins au mètre carré, hein. Donc, simplement, c'est vrai que du coup. Vraiment, quand t'as confiance en toi, quand t'es entouré par des gens qui t'apprennent à avoir confiance en toi, qui te laissent expérimenter et découvrir le monde, mon Dieu, quoi, on est tous capables de trucs inimaginables. Et du coup, quand on commence à oser sortir par des petits pas, moi, je sais pas ce que les gens ont envie de faire, là, qui nous écoutent. Peut-être qu'ils aimeraient juste changer de travail et ça les angoisse, ou juste quitter leur compagnon et ça les angoisse, ou juste déménager, ça les angoisse, ou juste se mettre à leur compte.
on peut avoir ce rêve-là et puis procéder par petites étapes. Du coup, découper ces étapes. Quel est le premier pas que je peux faire là-dedans? Tiens, j'ai envie de me reconvertir, je sais pas dans quoi. Bah tiens, je peux commencer à lister tout ce qui me passionne, quels sont les sujets sur lesquels je reste des heures en fait. Puis tiens, l'aromathérapie, ça m'intéresse. Bah tiens, je vais faire un atelier. Et puis dans cet atelier, je vais rencontrer des gens. En fait, ta passion, en fait, c'est quand tu commences à dérouler la bobine. Et puis si un jour j'ai plus envie de vivre avec quelqu'un, bien sûr, il y a la peur financière, il y a la peur de la solitude, s'il y a des enfants, enfin voilà, il y a plein de peurs qui sont autour de ça. Simplement, je rappelle aux gens qu'on n'a qu'une vie en fait, dont on se souvient en tout cas, et que du coup on peut. Et puis encore une fois, moi, il y a un moment, je me suis dit, peut-être que je vais pas y aller. Tant pis, je vais juste changer de travail. Mais simplement de se dire, bon voilà, je suis peut-être pas heureuse avec cette personne-là. En tout cas, je me sens pas de partir. Et au moins, je suis OK avec ça. Je ne partirai pas parce que c'est X, Y raison. Pour cette raison, je reste dans cette entreprise, je reste avec cette personne. Par contre, j'ai envie d'être heureuse. J'ai choisi. Donc, je choisis de me développer autre chose. Soit je choisis de travailler sur ce couple ou de voir ce que je peux améliorer. Soit je suis OK avec ça. Et je développe un autre côté qui va faire que je vais m'épanouir ailleurs, que je vais trouver une autre passion ailleurs, que je vais vibrer ailleurs. Et par contre, j'assume le fait de rester là parce que finalement, je sais confort, j'ai un emploi, j'ai un salaire, que ça me permet du coup d'investir, de prendre un coach de vie, de prendre peut-être d'aller faire des stages. Moi, vraiment, j'ai envie de vous parler de développement personnel, de vraiment d'aller faire des trucs fous, de mettre de l'argent de côté, de se dire, tiens, moi, mon rêve, c'est de faire un voyage, faire ce type de voyage et toute ma vie, ou pendant 1 an ou pendant 6 mois, je mets de l'argent de côté, ou tiens, j'en profite pour faire des ateliers, en tout cas, de se nourrir. Ouais, peut-être qu'on partira pas, mais d'expérimenter. On est là pour ça, la vie, elle est là pour être expérimentée. Et on n'est pas tous obligés d'être des Tony Robbins, en fait. On s'en fout, en fait. Encore une fois, il faut être heureux, c'est tout. Enfin, l'idée, c'est d'essayer d'être heureux. Qui dit choix, dit renoncement. C'est quoi, du coup, à toi, tes renoncements dans ce changement de vie? J'ai renoncé à rentrer dans un moule. J'ai renoncé, donc du coup, j'ai vraiment fait ce deuil-là, hein, donc c'est OK. J'ai renoncé au fait de plaire à tout le monde. C'est complètement OK maintenant pour moi. J'ai renoncé à avoir une retraite. Hein. J'ai renoncé à avoir une vie où demain une vie sécurisante. J'ai renoncé à quoi d'autre? Je crois que c'est surtout ça. Hein. J'ai renoncé à l'aspect. Bon, je balise comme un petit peu parce que j'ai une petite fille. Hein. J'ai renoncé à la sécurité pour vibrer, au nom de ma liberté, de mon expérimentation et de ma soif de vivre. Donc oui, j'ai renoncé à être dans la norme. Parfois c'est un peu chiant. Hein. Être dans la norme, c'est un côté confortable. Tu sais, comme à l'adolescence, on était tous avec nos gros baggy, etc. On aimait bien. Et du coup, ça veut dire que parfois, même souvent, j'ose dire quand je suis pas d'accord et ça plaît pas à tout le monde. J'ose porter ma voix, j'ose se dire ce que je pense. Jamais dans un esprit de malveillance, parce que c'est pas comme ça. J'ose incarner mes valeurs aussi. Je suis quelqu'un de drôle, je suis quelqu'un de bienveillant. Par contre, si ça va pas, je m'en vais aussi. Tu vois, je vais pas. Je cherche des solutions. Je veux pas me laisser enfermer, ce qui en ce moment est quand même d'actualité. Voilà. Bref, c'est un autre sujet. C'est comment je garde cet espace à l'intérieur de moi, cette joie de vivre en fait. Je sais que les gens à mon contact, soit sont épuisés. Et sont un peu épuisés par moi, mais je fatigue aussi. Hein. Je fais ça, je suis la maline, mais j'ai mon petit burn-out qui pointe le bout du nez, comme tous les entrepreneurs. Tu vois, de temps en temps, je sens que je vibre. Je crois que c'est ça, en fait. Je vibre. Tu peux pas, en fait. C'est un peu comme une drogue. Et du coup, tu fais pas mal de concessions pour ça. C'est quoi pour toi la plus grande difficulté que tu as eu à gérer? Comment tu l'as traitée? La plus grosse difficulté, c'est justement que j'ai dû me débrouiller toute seule.
La plus grosse difficulté que j'ai eue, c'est que j'ai fait, depuis que je suis sur la Côte d'Azur, j'ai fait le deuil de 5 milliards de choses. Le deuil de l'amitié, j'ai fait le deuil de beaucoup d'amitié, j'ai fait le deuil d'une famille, j'ai fait le deuil plutôt à ce niveau-là que dans l'entrepreneuriat finalement. C'est ma vie perso a beaucoup swingé. Elle a pas été, ça a été quand vous changez, quand on change. Déjà, vous avez plus forcément les mêmes amis, et puis vous aspirez à avoir des nouvelles personnes parce que vous changez, donc vous avez plus les mêmes centres d'intérêt. Et puis en plus, ça fait grincer parfois des dents aussi que vous changiez en fait. Et du coup, les gens sur qui vous pensiez compter, les gens qui étaient vraiment le noyau dur, parfois c'est compliqué. Et du coup, j'ai fait des choix drastiques qui ont été vraiment douloureux, salvateurs et qui m'ont donné une puissance incroyable. On peut pas me faire pire que ce que j'ai vécu en fait, je crois. Tu vois, il y a vraiment aussi, mis à part si on touche à ma fille, mais finalement, j'ai tellement vécu de choses qui étaient vraiment émotionnellement compliquées que qu'est-ce que tu veux me faire de plus en fait. Donc, en fait, il y a aussi ça. Quand il y a cette force-là, c'est que maintenant, qu'est-ce que ok. Donc j'ai déjà été, tu vois, j'ai déjà été trahie, j'ai été menacée de mort. Tu vois, donc c'est ok. Maintenant, il y a une forme de pouvoir en moi parce que je me relève en fait. J'ai vraiment cette image que moi, je me vois comme un phénix. Je le sais. C'est comme ça. C'est en moi mon grand-père l'avait. C'est-à-dire que tu peux me faire n'importe quoi, je vais être dévastée. Ça va prendre le temps que ça prendra, et je me relèverai toujours. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là où tu sais que tu as ça en toi, tu as juste à alimenter cette petite flamme, à essayer tant que tu peux, de traverser les tempêtes, d'expérimenter, qui te permettra de couper les choses beaucoup plus en avant aussi. Quand ça t'est jamais arrivé, tu peux mettre du temps à couper. Ouais. Parce que t'es pas épaulé pour ça. Moi, je suis vraiment, encore une fois, assez sensible. J'ai des notions d'amitié et d'amour qui sont ultra importantes. C'est mon socle. Et du coup, tu coupes beaucoup plus vite. Moi, maintenant, la fille qui est venue me dire, ouais, bon, ton livre, et puis, bon, ton marketing, bon, merci, au revoir, salut, quoi. Ouais. Enfin, c'est pas grave. Oui, il y a d'autres personnes et. C'est ça. C'est même pas, c'est dommage. Ça veut dire qu'en fait, en plus, j'apprends à découvrir et que cette facette-là, elle me plaît pas, quoi. J'ai pas envie d'être entourée par des gens qui sont pas contents pour les autres, en fait. Ouais. L'entrepreneuriat, j'ai un problème avec les gens qui sont pas contents pour les autres au sein de l'entrepreneuriat. Bien sûr que dans l'entrepreneuriat, on est confronté au toujours plus, surtout sur Instagram, les gens sont toujours en train de proposer des choses, etc. Oui, ça c'est la phase A. La phase B, c'est qu'on est tout au courant parce qu'on est on est toutes entrepreneuses, que c'est dur d'être entrepreneur, qu'on se remet en question, qu'on bosse comme des dingues, qu'on a la frontale pendant que tout le monde est en train de regarder Netflix, on est en train de bosser, qu'on a un herpès énorme qui sort, tu vois, sur la bouche parce qu'on n'en peut plus, qu'on est crevé, qu'on n'a pas fait de sport parce qu'on n'avait plus le temps et qu'on a les cuisses qui ressemblent à du pudding. Enfin, tu vois, non mais je pourrais que t'es au bord du nervous breakdown parce que tout d'un coup il y a un malheureux mail, le mail de trop qui est pas parti. Bon, on est toutes, alors on apprend, on a des process, on apprend sur nous-mêmes, on apprend à être plus productive, on expérimente. On sait tous pourquoi on le fait. On sait tous aussi que c'est un sacré challenge au quotidien, en fait. Ouais. Et donc, un peu de bienveillance serait la bienvenue parce que, et justement, moi j'encourage. Dans Boost Business, j'encourage les filles à faire des ponts entre elles, à s'aider, à s'épauler, à créer des groupes simplement pour se dire, tiens, une fois par mois, on se raconte tous nos bullshit. Non, moi, je suis aussi naturopathe. On était dans un groupe à 3 filles et j'étais au bord du burn-out parce que je lançais tout ce coaching, etc. Et on s'appelle avec une autre fille qui était naturopathe qui dit, tu me dis ça, moi, j'étais en train de rechercher sur Google les signes du burn-out. De naturopathe, plus mal chaussée, tu meurs, quoi. Ouais. Et du coup, t'as pas trop envie de le raconter sur les réseaux sociaux, même si que les gens voient que t'as un œil en haut, on dirait Picasso, tu vois, et que t'en parles quand même un petit peu, tu dis bon, c'est pas la grosse forme. Et là, tu peux le lâcher. Parce que oui, elle est naturopathe, mais c'est pas parce qu'on est naturopathe qu'on boit que des jus verts et qu'il nous arrive pas des trucs. Donc, donc voilà, un peu de bienveillance dans ce monde. D'ailleurs, ce serait bien de s'encourager, d'être solidaire, de souhaiter le meilleur. Voilà, ce serait simple. Enfin, c'est sympa. Moi, en tout cas, je choisis d'être avec des gens comme ça. Ouais. C'est quoi les plus grandes peurs que tu as eues dans ce projet? Ou que tu as toujours? La peur de me planter. Ouais.
La peur de planter, la peur de… Moi, je pars… je suis une éternelle optimiste. Je pars les bras en l'air. Ouais, hop, c'est parti, je vais être naturopathe. Boum, boum. Ouais, enfin, les gens, ils n'arrivent pas comme ça, en fait. Ah bon? Enfin, tu vois, ah bon? Première expérimentation. Ah bah mince alors. Et donc, du coup, t'es toujours dans cette peur que ça fonctionne pas, ouais, il y a toujours cette peur que ça fonctionne pas. C'est de toute façon… un entrepreneur, il ose. Donc, s'il ose, c'est qu'il prend le risque de se planter, en fait. Donc, et à la fois, c'est complètement OK. Simplement, quand c'est toi qui es en train de le vivre, t'as beau, tu vois, tu t'en parles en podcast d'une façon ultra détachée. Quand c'est toi qui es en train de te planter. Et puis aussi, il y a l'aspect financier. L'aspect financier, moi, je le vois. L'argent, j'ai pas de tabou par rapport à ça parce que pour moi, l'argent, c'est une énergie. Si tu veux avoir ton micro, si je veux avoir ma connexion Wi-Fi, si je veux pouvoir continuer à expérimenter, à apprendre, il y a un moment, il me faut de l'argent. Si honnêtement, je disais ça un petit peu aux filles que j'accompagne, si vous deviez mettre par écrit cumuler tous les stages, les trucs que vous avez fait sur le développement sur vous-même et que vous mettez au prorata de vos consultations, attendez-vous à avoir des consultations à 10 000 €, quoi. Ouais. C'est énorme. Et en fait, si on veut continuer à offrir, moi déjà, ça m'intéresse à titre perso de continuer de me développer et d'apprendre. Et après, l'idée, c'est de faire un tunnel, c'est de pouvoir le transmettre aux autres. Là, je suis vraiment dans cette réflexion, dans cette notion d'entrepreneuse engagée, à aller développer des choses un peu plus mystiques comme l'abondance, la créativité, comment on crée la loi de l'attraction et pas juste quelque chose où tu lèves les bras, quelque chose vraiment où à partir du moment où moi je suis persuadée qu'à partir du moment où tu es sur le bon chemin, tu te mets à avoir de la chance. Les choses elles arrivent à toi. Et j'ai vraiment envie de partir aussi un petit peu dans cette dimension parce que Boost Business 1, il a un côté très concret de badass, de on y va, de je vous donne des outils, vous définissez votre offre, votre singularité, votre cible. On travaille vraiment sur votre mindset. Et un côté où, en fait, c'est la step 2. C'est du coup comment j'attire d'une façon plus connectée les gens à moi, les projets, les univers, comment je crée finalement… Comment t'accueilles les synchronicités et tout. Exactement. Et là, je sens que je suis en train de partir là-dedans parce que j'y crois. Ouais. En fait, tu proposes des choses auxquelles tu crois. Donc, c'est mieux, sinon c'est un escroc. Sinon ça marche pas. Voilà, moi, je sais que si je propose un truc auquel je crois pas, j'ai un copain qui voulait me proposer un programme, un truc un peu plus, tu vois, alimentaire. Je lui dis mais oublie-moi, quoi. J'ai la pire des vendeuses. Il me dit ouais mais machin. Mais je lui dis mais oublie-moi. Ça m'intéresse pas. Je vais être nulle. Je vais être nulle. Moi, je suis bonne quand je suis transcendée par ce que je raconte. Sinon. Ouais. De quoi t'es la plus fière aujourd'hui? De quoi je fais d'être qui je suis. Je suis fière d'être. Ouais, je crois que je suis fière de moi. Je discutais avec une personne que je connais. Elle me dit mais toi, parce qu'on parlait du fait de faire peur aux hommes et tout, c'est une conversation très girly, tu sais. Et je sais que je sais que potentiellement je peux faire peur à certains hommes. Et elle me dit, mais quand on te voit, t'as confiance en toi. Elle me dit, pas dans le sens genre t'as un but, etc., mais t'as confiance en toi. Et je dis, oui, c'est vrai que l'entrepreneuriat m'a permis de gagner confiance en moi. Vraiment, j'ose plus. Au pire, on me dit non, en fait. Et c'est so what. Donc, je crois que je suis fière. En fait, je suis fière de jamais lâcher. Ouais. Jamais lâcher. J'ai toujours un plan B, en fait. J'ai toujours un plan B, c'est-à-dire que l'entrepreneur, je pense que je suis pas la seule, c'est-à-dire que le truc marche pas, je me pose, bon, je peux accueillir le coup, si je suis fatiguée, limite burn-out, je peux pleurer un bon coup, je peux avoir des peurs, simplement je sais que il y a cette énergie en moi qui fait que j'ai toujours un plan B en fait. Il y a toujours un truc et que je sais que ça va continuer, voilà. Alors là, quand je dis ça, tu vois, je m'auto-mets la pression, là je le sens, genre ouais, enfin calme-toi. Voilà, je pense qu'il faut aussi se faire confiance. Il faut un minimum, pour moi, il y a deux niveaux. Il y a un minimum où il faut un minimum sécurisé pour l'aspect, je veux dire, matériel. Il y a donc, et puis pour le reste, oui. La personne, tu me parlais justement de cette femme là qui ouvrait Gersan boutique, elle prend le risque qu'il y en ait 4 qui ferment, et que finalement elle était bien une de ses boutiques. Oh là là, j'aurais dû rester avec une de mes boutiques. C'est ça aussi l'entrepreneuriat. C'est un moment de se dire bon allez hop, ça fonctionne, on y va et on y va et on y va et on y va. Puis à un moment ça va peut-être se stabiliser parce qu'elle aura
peut-être plus envie, qu'elle sera bien avec ses 5 magasins. Peut-être si elle a encore envie de passer à l'étape Tony Robbins, tu vois, on va la retrouver donc à New York. À New York, à Tokyo, parce que les Japonais ils aiment bien les trucs français. Donc tu vois, et c'est ça c'est des aventures, hein, c'est des aventures humaines en fait l'entrepreneuriat aussi. Hein. Carrément. Et est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui? Vous êtes légitime à partir du moment où vous mentez pas. C'est vraiment le truc que je balance beaucoup. Hein. Et donc, à partir du moment où tu mens pas, du coup, forcément, tu es légitime. Je suis légitime de faire ce podcast. Je suis en train juste de dire qui je suis. Tu vois, donc il y a déjà ça. D'oser aussi, d'oser. Vraiment d'oser, de croire en soi, quoi, de croire en ses rêves, de pas hésiter. J'en ai 5000 à demander de l'aide. C'est ma mère qui me disait ça. Elle me dit, ouais, t'es super douée quand toi, tu trouves toujours de l'aide. Oui. Ouais, j'hésite pas à demander de l'aide. Pour moi, demander de l'aide, c'est pas être mauvais, c'est que savoir qu'il y en a un qui va aller plus vite et qui sera meilleur que toi. On va gagner du temps. Ça, tu vois, il y a vraiment une façon aussi de voir les choses. Donc oui, je demande de l'aide pour faire des brochures. Pendant ce temps-là, je peux faire d'autres choses. Pour gérer certains de mes réseaux, je demande de l'aide. Et puis parce qu'en plus, quand tu demandes, par exemple, quand tu es coaché, moi je suis coachée, on t'apprend des choses. Et puis tu es souvent le cordonnier un peu mal chaussé aussi, toi. Tu es là à dire, ouais, faites-vous confiance et tout. Puis et puis tu n'arrives pas à pousser ta créativité. Donc ouais, de se faire accompagner, de croire en soi, d'y aller, quoi, de commencer quelque part. Vraiment de commencer quelque part. C'est quoi tes prochains défis? Alors, il y en a un dont je peux pas parler parce que je me dis dans un an, bam, je veux faire ça avec cette personne-là. Ok. Donc, on s'en reparle dans un an. On s'en reparle dans un an. Nous sommes le 13 novembre 2020. C'est ça. J'ai vraiment, j'ai envie, en fait, je me posais la question de cette étape. Et moi, je te dis, j'essaye de me connecter. Et en fait, j'ai parfois des infos. Donc, bref, on va pas, mais voilà, j'ai des infos. Je sais que j'ai des infos. Je me dis, ah, tiens, machin. Et en fait, c'est lui qui est apparu. Donc, c'est lui. Après, si ça se trouve, il va me dire, mais t'es qui? Qu'est-ce que tu veux? Tu vois, bon, peu importe. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce projet-là. Et puis, c'est pas grave. Si c'est pas ce projet-là qui se fait, je vais rebondir et ce sera sur un autre, en fait. Donc, peu importe. Ouais. Et j'ai vraiment cette étape-là et d'orienter un peu plus cet entrepreneuriat comme c'est vers des entrepreneuses engagées, vers un côté un petit peu plus effectivement connecté à soi-même, parce que finalement toutes les réponses elles sont en toi. Donc on fait un côté un peu business, même boost business, on l'appelait boost business, mais boost business c'est moche, quoi. Ça parle. Donc voilà, tu fais un peu marketer, ça parle, mais finalement c'est plutôt des entrepreneuses engagées, passionnées, déterminées et connectées. Vraiment connectées, elles sont connectées avec leurs désirs, avec leurs envies, avec leurs valeurs, avec ce qui est juste pour elles. Elles osent parce qu'elles sont portées par quelque chose de plus grand qu'elles. Et donc il y a un aspect un petit peu pour moi de l'ordre de plus spirituel, ouais, forcément. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? À l'univers, à mes guides et à chaque personne que j'ai pu croiser sur mon chemin. Que c'était une bonne ou une mauvaise expérience, ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Merci beaucoup Audrey. Merci à toi. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Comme vous le savez, j'ai besoin de vous pour faire connaître le podcast. Comment ? En vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. Pour suivre Audrey et retrouver tous ses conseils de lecture, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co. La semaine prochaine, je vous présenterai une nouvelle femme extraordinaire. Après 7 ans de recherche et développement, elle lance enfin son produit. Quelle patience pour une femme qui aime quand ça va vite. Allez, je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi ?